Bienvenue chez Les Incorruptibles. Les Incorruptibles, c'est beaucoup plus qu'un podcast. C'est un mouvement hebdomadaire qui a pour mission de faire briller les secrets du web. Ici, on va t'aider à secouer tes idées, briser les chaînes du conformisme et te lancer vers une définition du web totalement différente de tout ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant. Ici, on se contente pas de suivre les tendances, on les questionne. Que tu sois un créateur de contenu, un entrepreneur en ligne, un assoiffé du web ou que tu souhaites apprendre et t'inspirer, ce podcast est pour toi. On jette par-dessus bord les mythes de la réussite, on plonge dans les coins sombres du web pour comprendre les opportunités cachées et on démystifie les idées préconçues pour te montrer la réalité rafraîchissante de l'entrepreneuriat moderne. Alors installe-toi, branche tes écouteurs et participe avec nous à la transformation du web, un épisode à la fois. Bon show! Fait que aujourd'hui, on fait du freestyle avec Alex, Rosalie et un homme qui s'est ajouté grâce à on va appeler Alex. Monsieur X. Monsieur X pour les intimes. En fait, on s'était parlé qu'on allait faire une discussion vraiment ouverte sur plein de sujets, plein de mythes que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous êtes comme 100%, 150% là-dessus. Vous en voyez énormément. Puis j'ai envie de commencer. Je suis un peu partie de votre histoire, de vos bios. Moins Charles, mais j'en ai déjà qui me pop depuis tantôt. Parce que ça fait partie de votre quotidien. Puis j'ai envie de commencer avec un sujet qu'on a beaucoup abordé cette semaine, qui a fait beaucoup de brouhaha, je vais dire, sur les réseaux sociaux, sur l'argent, la transparence des prix dans l'industrie. J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Mais là, la transparence des prix ou des revenus? Des revenus, des prix, ça peut être, en fait, ça peut prendre plein d'angles différents. Fait comme, on a 6 heures pour en parler. Incroyable. 6 heures. OK. Je vais commencer. Non. Tu commences pareil, comme d'habitude. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ma force. Trademark. Mais je pense que, parce que mon opinion personnelle, c'est vraiment une question de mettre en contexte. Là, parce que moi, j'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un parle de ses revenus. Mais il faut mettre en contexte par rapport à tout le reste. T'sais. Tu peux parler de tes chiffres, mais si tu caches tes dépenses ou que tu caches genre l'équipe qui est derrière toi ou bien des choses, ben tu sais, c'est un peu un argument vide pour moi. Fait que, en tout cas, moi, je commence par ça. Alors ça, les prix, c'est sûr que c'est pas la même chose. C'est quand tu caches tes prix ou pas, mais ça dépend de ta stratégie. Ouais. Puis il y a un côté framing, là, tu sais, tu peux les utiliser pour raconter certaines histoires. Puis je pense que le débat, c'est plus autour des histoires qu'on raconte, autour des revenus, que des revenus en tant que tels. Parce que peu importe les revenus, que ce soit quelqu'un qui va partager un gros revenu qu'il a fait le mois dernier, ben tu peux toujours poser la question, c'est-tu ton meilleur mois à vie ou c'est-tu ce que tu fais à tous les mois? Il y a comme tellement de nuances autour que tu peux t'en servir. Puis je pense que le côté négatif qu'on parle souvent de, tu sais, les gens qui vont être contre le fait de partager ses revenus, c'est souvent parce que, bon, peut-être qu'il pourrait avoir un peu de jalousie de « Ah, je vois que quelqu'un fait plus que moi, j'ai un peu de jalousie, de l'envie, ce serait normal. » Mais il y a aussi le côté de... puis je pense que c'est un discours que toi, Alex, tu parles aussi. Il y a le côté de « Ah, quelqu'un qui partage ses revenus pour te dire « Si moi je l'ai fait, tu peux le faire toi aussi. » C'est là où souvent je pense que la critique peut se faire parce que l'histoire racontée autour n'est pas nécessairement vraie. Parce qu'on peut tous être d'accord sur le fait que, bon, ben, pour se rendre à un certain point de revenu, peu importe c'est quoi ce point-là, ben, on a des désavantages par rapport à d'autres, on a des privilèges par rapport à d'autres, on a eu des chances, on a eu des malchances, puis tu mets quelqu'un avec exactement le même talent que toi, avec des opportunités puis des hasards différents, ben ça se peut qu'il se rende plus loin, puis ça se peut qu'il se rende moins loin, puis c'est difficile de dire, bon ben, moi j'ai fait 100 000 cette année, avec le même talent que moi, tu pourrais y arriver, ben peut-être que tu pourrais arriver à 200 000, puis peut-être tu pourrais arriver à 30 000 parce que ta situation, le timing, ta chance, peu importe, est différente. Fait que oui, c'est critiquable le fait de le partager dans ce discours-là, mais je pense qu'il y a aussi des bonnes façons de le faire, des bons angles où est-ce que ça peut valoir la peine de le partager parce que ça reste que c'est un marqueur de quelque chose. C'est rare des marqueurs comme ça qui sont autant vrais, à moins que tu bullshit sur tes chiffres, mais c'est dire un nombre de clients, dire un nombre de trucs que tu as fait, dire un chiffre d'affaires, ben, c'est quand même un marqueur qui est fixe puis qui est pas relatif. Ça s'interprète de plein de façons, mais en même temps... C'est pas nécessairement relié à l'argent. Exact. Ça montre quelque chose en même temps dans l'histoire que tu veux raconter. Moi, je suis d'accord avec ça. Non, mais je trouve que le problème dans ce débat-là, c'est que
on oppose comme deux camps. Il y a comme le camp de c'est empowering, partager nos chiffres, puis tu sais, c'est important d'enlever le tabou autour de l'argent, puis tout ça est vrai. Tu sais, moi, j'ai déjà parlé de mes chiffres, sans faire exprès d'ailleurs. On salue Geneviève Gauvin, mais j'ai donné mon salaire. À toutes les fois que j'ai atteint des gros milestones, là, mettons, je me rappelle, moi, mon premier 10 000 $, c'était un événement pour moi, puis j'avais le goût. C'est parce qu'il y a une certaine fierté aussi. Ben oui, il y a une grosse mis, fierté, t'as envie d'en parler, puis c'est correct, je pense, d'en parler. Fondamentalement, pour moi, le problème, c'est les personnes qui vont utiliser leur salaire pour convaincre des personnes, des fois vulnérables, d'acheter leur programme ou leurs affaires. Puis, en fait, ces personnes-là sont même pas mal intentionnées. Le problème, c'est ce que Charles a nommé, c'est-à-dire que ces personnes-là ont la croyance sincère qu'ils sont 100% responsables de leurs résultats. Puis parce qu'ils ont la croyance fausse et un peu naïve, mais très sincère, qu'ils sont 100% responsables de leurs résultats, ils pensent que tout le monde est 100% responsable de leurs résultats. Et donc, pour eux, quand ils font ça, ils rendent service parce qu'ils sont comme si moi, j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Puis c'est beau, ça. C'est comme une pensée de monde de licorne, tu sais. Dans le fond, c'est cute, là. C'est comme c'est naïf, tu sais. Puis même, souvent, ça va prendre ça pour commencer parce que ça prend cette naïveté-là pour se dire « Hey, moi aussi, je serais capable de le faire, fait que je vais comme... » Tu sais, je vais y arriver moi aussi, puis je vais lâcher ma job pour me lancer dans le vide ou quoi. Si tu avais toute la notion de probabilité, puis de ça se peut que tu échoues, ben peut-être que tu le ferais même pas. Fait qu'il y a comme un côté, cette naïveté-là est utile en certains sens, de se dire, moi aussi je suis capable, parce que si tu l'avais pas, ben personne ne se lancerait, ou presque personne ne se lancerait, ou le monde hésiterait bien plus, puis oserait moins. Puis dans un sens, comme tu dis, c'est beau parce que ça fait ce pas-là, tu sais. Non, c'est sûr. Mais c'est certain qu'en même temps, il y a des personnes vulnérables qui vont te croire, puis tu perpétues, pour moi, un système inégal en faisant ça. Tu perpétues des inégalités, tu ignores une partie de l'équation du succès qui est immense, tu te donnes un peu trop de mérite. Et c'est pas une question de pas être fier, c'est pas une question, mais à un moment donné, c'est ça, là, avoir une tête sur ses épaules, puis comprendre que la vie, c'est beaucoup plus complexe que juste travailler fort, qui, quand on veut, on peut, tu sais. Je suis un peu tannée de la prévalence de ce discours-là, mettons. Mais mon point, c'est qu'ils sont pas mal intentionnés, puis ça, je pense que c'est important, parce que si on veut se parler, puis que ça change, puis qu'on parle d'argent peut-être d'une manière qui est plus nuancée, contextualisée, ben il faut que ces personnes-là, faut pas qu'ils se sentent attaqués, genre. Ouais. Mais je pense que tu dis un bon point sur le fait que les personnes qui vont promettre certains salaires, etc., ou qui vont faire tel argent, ils le font pas avec une intention de être toxique pour les autres. C'est comme je l'ai fait, fait que je peux clairement te le montrer dans leur tête, ils pensent ça, réellement. Fait que... Moi, je suis pas contre. Là où je suis contre, c'est quand ça devient... Quand c'est juste de ça que tu parles. Parce qu'il y en a que... On dirait que c'est comme leur seul argument marketing, que... j'ai fait tant, fait que si tu veux faire autant, tu sais, rentre dans mon programme ou comme peu importe, mais ils n'ont aucun autre argument, puis à ce moment-là, ça devient comme un outil marketing qui est juste trop facile, puis justement, ça va aller attirer les personnes naïves, puis je suis comme, pour moi, c'est juste un argument lâche, dans un certain sens, de dire, ben c'est le plus facile, fait que c'est juste lui que je vais utiliser, puis je suis pas capable d'aller faire le travail de fond pour aller chercher d'autres arguments, mais à l'inverse, tu sais, justement, ça l'aide le billet de confirmation de dire oui, c'est possible. Parce que, comme tu disais tantôt, si tu n'as jamais de preuve que quelque chose est possible, tu y croiras peut-être même pas. Ou tu y penseras même pas, puis tu ne te donneras pas nécessairement la chance, parce qu'à ce moment-là, c'est comme si le risque calculé était plus grand que si tu savais qu'il y avait des chances, justement, que tu puisses réussir. Mais tu sais, Wadif, on est juste honnête avec les gens, puis on dit, gars, moi, ça a marché, je vais faire tout ce que je peux pour que toi aussi ça marche, mais je peux pas te le garantir. Moi, je pense qu'il y a du monde qui embarquerait quand même, puis ça serait peut-être des meilleures personnes. Ça éviterait peut-être ces personnes-là plus vulnérables qui vont le faire. Tu sais, je veux dire, je pense que le pire scénario, c'est, je te dis, toi, mettons, expérience fictive, t'es dans ta job, entre guillemets, t'es dans ta job, t'es épuisé, t'es un peu endetté, whatever, ça va pas super bien, puis tu vois une opportunité de « Hey, check, moi, en 3 mois, je gagne 10 000 par mois, puis c'était vraiment facile, fait que toi aussi, tu peux le faire. » Ben, tu vas te dire « Hey, j'ai rien à perdre. Fait que tu vas pogner une marge de crédit de plus, tu vas pogner une formation, même si c'est juste 500, 1000, 2000 piastres, c'est des gros montants pour s'endetter pour ce risque-là. Ouais, c'est ça. Puis, autant qu'il y a une partie des gens qui vont réussir à
prendre cet investissement-là, même si c'est sur une marge, même si c'est sans dette ou quoi que ce soit, puis que ça va marcher pour et des vraies raisons et des facteurs qu'on contrôle et des facteurs qu'on contrôle pas. Mais autant qu'il y a des gens qui vont prendre ce risque-là tandis qu'ils devraient pas. Je fais un parallèle avec la pub. T'sais, nous, on est une agence de pub, puis il y a plein de business qui arrivent et qui vont dire « J'ai vu tel autre business qui a investi en pub, que ça a super bien marché, qui est dans le même domaine que moi, fait que je vais le faire aussi parce que c'est sûr que ça marche. » Puis on a toujours la réflexion de se dire, OK, mettons que tu as investi ton montant pendant 3 mois puis que ça marche pas du tout, que tu as 0 vente. Est-ce que ton entreprise fait faillite ou est dans une position financière compliquée? Oui, fais-le pas parce qu'il y a aucune garantie que ça marche, même si tous tes compétiteurs le font puis que ça marche. Même si tu t'es fait promettre quoi que ce soit, il y a tellement de facteurs de réussite oui, est-ce que tes produits sont bons? Est-ce que tes pubs sont bonnes? Mais aussi, est-ce que le timing va être bon? Est-ce que les coûts vont faire en sorte que ça va marcher? Est-ce que tes marges? Est-ce que le client est dans le bon moment pour acheter? Est-ce que ça va être assez vite pour qu'il achète? Il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas avec précision que peu importe ce que tu vois autour, ben, tu ne seras jamais garanti à 100% que ça marche. Puis ça se peut que ça marche, mais que ce soit super long aussi. Fait que pour nous, mettons, même pour la meilleure des business qui arrive avec les plus gros budgets puis qui dit « il n'y a pas de problème », on va valider ça parce que ça ne ferait pas de sens sinon. Mais je pense que c'est pareil pour se lancer en business dans l'idée de tu vas faire de l'argent rapidement. Faut valider si j'en fais pas d'argent rapidement, je peux-tu quand même vivre? Puis si tu peux pas, ben peut-être qu'il y a une question à se poser. Puis on n'a pas d'ordre déontologique en marketing, là, c'est dans les seules professions, puis c'est aussi pour ça que c'est autant facile de se lancer, c'est qu'il n'y a personne qui régule, puis tu peux faire un peu ce que tu veux. Mais je pense que dans l'hypothèse où il y en avait une, ce serait une des bonnes premières bases, puis c'est de dire, check, tu devrais pas lancer quelqu'un en bas d'un pont en espérant que le parachute il s'ouvre magiquement, parce que oui, peut-être que c'est le succès de plein de personnes. Là, je me lance, puis je construis l'avion en descendant, là, je construis mon avion en vol. Mais il y en a plein aussi qui se crashent, puis on n'en parle pas assez. Puis ils sont pas sur des podcasts, en fait. Exact. Ça fait pas partie du... On le sait pas, là, mais il existe. Il existe beaucoup plus. Ouais. Il y a beaucoup plus de gens qui ont échoué, puis que ce soit de leur faute ou non, que ce soit de facteurs contrôle ou pas, que de gens qui ont eu beaucoup de succès. Puis je veux dire, c'est pas pour rien que la grande partie des business ferment après 5 ans. C'est pareil pour les auto-entrepreneurs. Ça fait partie du décor, puis il faut le voir, puis il faut être prêt avec cette éventualité-là avant de se lancer. Puis mieux vaut être prêt que juste pas le savoir, puis que vraiment ça crash, puis ça fasse mal. Ouais. Mais il y en a qui ont échoué avant de réussir aussi, je pense. Ouais. Plusieurs fois. Définitivement. Ouais. Puis, on n'en parle pas assez, je trouve. Là. Puis là, j'ai l'air... Moi, j'en vends des formations en ligne, mais je veux dire, moi, j'ai pas acheté de formation avant que ça ait commencé à marcher mes affaires. Là. J'ai fait du YouTube. Là. Comme, il y a beaucoup de ressources gratuites. Là. Il y a des livres. T'es très autodidacte. Ouais, c'est ça. Lis des livres, man. Tu sais, comme, t'as pas besoin nécessairement de te payer tout de suite la super formation. Tu peux peut-être faire un test, voir si tu es capable de rentabiliser tes affaires en premier. Puis quand tu as commencé à avoir des revenus de ton expertise, puis que tu vois, je parle pour un travail autonome, puis que tu commences à voir que ça a de l'allure ton affaire, ben là, c'est peut-être le bon moment pour investir. Peut-être pas quand t'as rien de fait, puis tu viens de te lancer, tu sais. Ou si tu veux faire ça, ben assure-toi que tu as assez d'argent de côté pour que si tu le fasses puis que ça marche pas, ben fine, tu t'arrives à faire quelque chose puis t'es vraiment pas en panique. Ça sera un apprentissage. Ouais, parce que essaye de lancer une business dans la peur constante de que demain, peut-être, tu vas pas pouvoir payer tes trucs. Ça, c'est tellement un mindset ou un environnement compliqué à suivre. Là, c'est super, super drainant. Fait que c'est encore plus compliqué de réussir dans ce cas-là. Ça prend une bonne gestion de risque, là, justement. Si t'es pas capable de tolérer le risque pantoute, tu pourras pas... non. L'entrepreneuriat a bonne chance, là, parce que ce n'est que ça, la gestion de risque. Ben justement, dans la dernière année, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens avec la crise économique qui ont commencé à parler de leurs difficultés financières, de retour au travail, Vous voyez ça comment, la crise économique? Y a-t-il une crise économique? Oui. Une quoi? Je pense que... Ça a l'air. Oui. On est techniquement pas en crise économique. T'sais. Non. OK. Le climat économique... C'était sarcastique, ma joke ici. Mais oui, climat économique un peu épeurant. Ouais. Ben. Moi, je pense que les entrepreneurs qui... Mon Dieu, hein, je me lance tout le temps pour commencer. Mais les entrepreneurs qui vont être rapides sur leurs pieds à s'adapter, ils vont réussir à justement s'adapter. Mais si tu essaies de faire dans la même façon que tu essayais depuis 2 ans, ben ça va changer. Puis ça va rechanger dans 2 ans, puis dans 3 ans. Fait que, tu sais, si tu veux travailler à ton compte, c'est ça que tu veux vraiment, ben
t'auras pas le choix de t'adapter, puis d'être rapide sur tes pieds, d'être intelligent, puis d'essayer des choses différentes. Mais si t'essayes la même chose qu'il y a 2 ans, ben peut-être que tu vas trouver ça rough comme T'as-tu vu des contexte. pivots, toi, avec ta clientèle, puis dans tes services? Au départ, j'avais beaucoup des clients que c'était pour augmenter, créer des forfaits, du premium, des grosses offres. Puis là, on se dirige un petit peu plus vers quelque chose qui est plus abordable, qui va peut-être plus à long terme, accessible, puis qui va leur permettre, c'est sûr que là, après ça vient avec une stratégie de visibilité, mais qui va leur permettre de rentabiliser, de le vendre, mais à plus de gens. Plutôt que d'essayer d'offrir du premium à gros prix. Puis, tu sais, il y a des clients que j'ai accompagnés au départ qui vendaient super bien leur forfait. Puis là, on aurait quasiment besoin de refaire un inventaire dans le sens où, là, la situation économique a changé puis les gens sont peut-être moins enclins à sortir le portefeuille pour la grosse affaire. Fait que là, on repense la stratégie, on repense à comment est-ce qu'on peut s'adapter pour quand même montrer toute la valeur, mais dans un contexte économique différent, là. Parce que moi, je l'ai vécu comme gestionnaire dans des entreprises où il y avait une méga croissance, puis c'était énorme, mais il n'y a pas eu d'adaptation là-dedans sur le après, puis là, il y a eu des clashs de « Oh mon Dieu, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? » Oui, la panique. Ouais, je pense que les mêmes choses se répètent, puis ils reviennent dans le passé, mais ils pensent pas comme plus loin, tu sais. Comment vous faites, vous, pour essayer de penser plus loin? Je pense que le plus tough, c'est les entrepreneurs qui se sont lancés. Là, je parle vraiment de l'entrepreneuriat en ligne, puis peut-être des boutiques en ligne aussi. Tu sais, les gens qui se sont lancés pendant la pandémie, c'est le pire. Parce que pendant la pandémie, ça n'a jamais été aussi facile de vendre. Tu sais, les gens, ils étaient chez eux, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas... Je pense même pas que c'est la crise économique qui nous affecte le plus que le fait que maintenant, tu as de la compétition. Je veux dire, quand les gens pouvaient plus partir en voyage, aller au resto, puis tout le kit, il n'y avait rien que ça à faire, se commander des trucs sur Internet, puis regarder des formations en ligne, là. C'est sûr que ça avait une influence sur les comportements. Puis c'était vraiment facile vendre, là. C'était impressionnant à quel point tout le monde dans mon domaine de formation en ligne a eu une grosse croissance. Tout le monde qui avait déjà bien mis ses pions, mettons, puis qui avait déjà une audience, c'était magique, là. Mais si tu avais commencé avant, tu savais que ça avait pas tout le temps été comme ça. Fait que normalement, tu as une tête sur les épaules pour comprendre que ça sera peut-être pas toujours comme ça aussi. Normalement, mais c'est pas... C'est ça. Puis là, je pense qu'il y a des gens qui se sont laissés emporter, puis beaucoup des gens qui ont débuté en pandémie, tu sais peut-être pas que c'est pas ça le normal. T'as pas vécu le baseline, tu sais. Fait que pour toi, le baseline, c'est ça. Puis ça a beaucoup nuit, je pense. Puis plus que jamais, les gens ils vont devenir habiles à vendre. T'sais. Puis c'est là où l'importance de justement comprendre comment ça fonctionne est encore plus présent. Parce que de plus en plus, c'est ça, c'est difficile de vendre. Puis c'est vrai, le contexte est différent, mais si tu apprends puis que tu t'adaptes, ben ça va aller... Ça va aller rondement. Je dirais pas que ça va être facile, mais il y a moyen de tirer son épingle. Je rajouterais quelque chose par rapport à ça. Puis c'est sûr que si t'as commencé pendant la COVID, tout ce que t'as vu, c'était comme de la... Des entreprises qui doublent leurs revenus à toutes les années pendant la COVID, c'est très réaliste. Puis on s'entend, je parle de doubler ses revenus, c'est sûr que quand on commence comme travailleur autonome, c'est la première année, tu fais 20 000 parce que tu viens de commencer, puis l'année d'après, tu fais 40 000. Oui, c'est doublé, mais c'est doublé au début, puis ça se fait plus naturellement que, mettons, quand tu fais 80, 90 ou 100 000, puis que tu te dis, l'année prochaine, je vais passer à 200. C'est des gros steps de plus qui peut-être étaient plus faciles pendant la COVID, du contexte et tout, puis que là, deviennent plus difficiles. Puis il y a un facteur aussi qui est... vous parliez les deux de comment qu'on voit la suite puis comment qu'on se prépare sur le plus long terme. Puis il y a toujours ce facteur-là de garder en tête que c'est des vagues et que oui, on s'adapte. Oui, faut bouger parce qu'à un moment donné, tu peux pas juste attendre que les ventes arrivent magiquement dans 2 ans. Mais il faut aussi savoir que cette vague-là va remonter puis de toujours être prêt à ce que, OK, si ça diminue, est-ce que je suis correct? Oui. OK, j'ai confiance dans ma business, j'ai confiance dans sa pérennité. Puis là où, avant, on investissait beaucoup dans notre croissance, c'est comme business, hey, c'est la COVID, let's go, il y a plein de clients qui veulent travailler avec nous, on trouve des façons de vendre plus, si je travaille autonome, je book plus mon horaire, je fais des services plus premium, je développe ça. Ou comme entreprise, j'engage plus, je vends plus en gros volume, let's go. Là, on est dans un mode, OK, qu'est-ce que je fais pour vendre plus maintenant si je peux, mais surtout, continuer de vendre dans 2 ans, dans 3 ans, parce que il y a de quoi qu'il faut garder en tête, puis c'est que
là, avec les difficultés, ben, il y a plein d'entreprises qui vont malheureusement fermer. De part, des fois, c'est même pas que leur produit est moins bon, quoi que ce soit. C'est juste qu'ils ont fait les mauvais risques, puis ils ont dit, OK, on va continuer de croître. Finalement, ça croît pas. Puis j'ai investi trop, j'ai plus d'argent, faut que j'arrête. Il y a plein de business que c'est ça. Puis que leur service était excellent. Des auto-entrepreneurs qui vont retourner dans le marché du travail, des grosses business qui vont se faire racheter ou qui vont fermer ou qui vont rapetisser. Ouais. Mais toutes ces fermetures-là vont aussi laisser un petit peu plus d'air à ceux qui restent. Puis ce que je veux dire par là, c'est pas let's go, bonne nouvelle, il y a plein de monde qui ferme, bonne nouvelle pour les autres, même si on peut le voir comme ça. Dans un sens, ça va faire ça. Mais aussi, ce que ça veut dire, c'est si tu es capable de rester plus longtemps, si tu as les reins solides, la gestion de risque solide, puis ton modèle d'affaires est fait en sorte pour que tu sois capable de rester plus longtemps. Donc, pas prendre de risques incalculés, de peut-être moins en prendre en ce moment aussi, mais de faire en sorte que tu as toujours 2-3 coups d'avance de ce côté-là, plutôt que de te jeter dans le vide à répétition. À chaque fois, oui. Il y a plein de business qui font ça parce que ça marchait dans les dernières années, puis je critique pas ça, nous-mêmes on le fait, tu sais. Sauf que si tu es capable de faire ça, ben, tu viens de solidifier à un point où, quand ça va remonter, quand le contexte va changer, quand ta clientèle va revenir un petit peu plus, ou quand tu vas t'être adapté puis que ça va marcher, ben, les autres qui vont avoir fermé vont t'avoir libéré des parts de marché, puis naturellement, ça va te revenir aussi, puis cette solidité-là que tu auras gagnée va être super payante, tu sais. Fait que je pense qu'il y a une adaptation de positionnement, comme tu dis, Rosalie, de comment mes offres sont plus adaptées à ma clientèle aujourd'hui, mais aussi de gestion de comment est-ce que je fais pour que dans 2 ans, je sois encore là. Peu importe ce qui se passe dans la prochaine année. T'sais. Peu importe à quel point ça continue de se planter, peu importe à quel point, comment est-ce que je fais pour que dans 2 ans, je sois encore là, pour que quand ça revienne, puis là, je dis 2 ans, c'est peut-être 5, je veux dire, on le sait pas, mais comment est-ce que mon modèle est assez solide pour que ça revienne réellement, puis c'est ces entreprises-là qui vont gagner à la fin de la journée. Ouais. Ben, puis il faut pas oublier non plus que les périodes d'incertitude économique, ça fait fermer des entreprises, ça fait retourner des travailleurs autonomes sur le marché du travail, mais ça fait aussi des renvois massifs dans les business. Ça a commencé, là, tranquillement, dans le monde des médias, on le voit. Oui. Et ça, ce que ça fait, c'est plein de nouveaux travailleurs autonomes. Genre, il y a plein de gens là, qui sont dans des jobs qu'ils n'aiment pas, qui vont peut-être perdre leur job ou que leur job devient plus plate parce qu'il y a des coupures, puis il y a moins de budget, puis ils ont moins de pouvoir, puis ils trouvent ça emmerdant, qui vont se dire « je me lance ». J'ai une amie qui est en affaires depuis vraiment plus longtemps que moi, qui me racontait qu'elle a vécu la crise de 2008, dans le fond. Puis c'était un peu la même chose. Là, tout le monde avait peur. On parlait beaucoup de la crise économique à la télé, tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, même au Canada, puis au Québec. Puis en même temps, il y a comme une vague de nouvelles personnes, en fait, qui se lançaient. Puis j'ai l'impression qu'on sous-estime peut-être cet effet-là aussi. Là. D'après moi, on va avoir beaucoup de bébés entrepreneurs. On les salue. J'ai presque cru un baby boom. Là. un baby boom d'entrepreneurs. Ah ouais, fait qu'on va voir beaucoup immerger autre chose. Ouais. Selon toi. Ça se renouvelle. Au final, il y a toujours des gens pour se lancer. Je serais pas surprise parce que de plus en plus aussi, vu que le COVID est comme plus loin, le monde sont forcés de retourner au travail. Là, le monde ont déménagé pendant le COVID plus loin, en télétravail, puis là, sont forcés de retourner au bureau. Fait qu'il y a plein d'autres contextes qui n'ont pas nécessairement rapport avec la situation économique aussi, mais qui vont peut-être forcer du monde justement à trouver d'autres choses plus flexibles, mais qui vont plus répondre à leurs besoins aussi, puis ça va peut-être être l'entrepreneuriat. Oui, puis juste si dans un domaine où est-ce que... Tu sais, moi j'ai vu aussi beaucoup d'agences, tu sais, fermer des bureaux, réduire des équipes. Si tu es dans un domaine où c'est vraiment difficile de trouver un job, ben naturellement, tu vas peut-être essayer de prendre des petits mandats à gauche à droite, même si c'est pas ta carrière goal de « je me lance, je deviens travailleur autonome », mais juste... ben là, j'ai pas de job, fait qu'en attendant, je suis designer, je vais faire des trucs à gauche puis à droite pour continuer à travailler puis développer un portfolio. Ben, naturellement, ça peut lancer aussi des carrières de travailleur autonome ou juste par accident. Des fois, c'est de même que ça commence. Moi, c'est ça. Moi, c'était un sideline. Tu sais, j'avais pas... J'ai pas fait le move, je vais me lancer comme entrepreneur, tu sais. J'avais un sideline, j'ai découvert le copywriting, c'est devenu mon sideline. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, damn, c'est nice. What if c'était ma job? Pas mal. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont cette mentalité-là de comme, OK, je pars du jour au lendemain, j'abandonne tout, puis... Ouais, puis c'est correct aussi. Ouais. Mais c'est pas le parcours de tout le monde, tu sais. Non. Ouais. Surtout les... Mais tu sais, ça ressemble beaucoup à avoir un enfant, là, dans le sens où, comme... Il y en a qui vont comme le prévoir, puis qui vont... Mais tu le sais pas, c'est quoi qui va se passer de l'autre bord. Mais tu sais, au même titre que... Il y en a qui vont te vendre du rêve, puis qui vont te dire, oh, tu sais, tu vas voir, quand tu vas le voir, tu vas capoter, mais ça se peut que tu ressentes pas ça, tu sais. C'est là, comme... Tu le sais pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ça va te changer. Ça, tu vas ressortir de là quelqu'un de différent, mais en tout cas, je trouve que l'image est bonne. Bon parallèle. Ouais, vraiment. C'est beau, ça.
Mais C'est moi, une bonne la seule affaire, c'est que j'ai hâte qu'on fasse des showers de business. Genre. Ouais. Tu sais, comme, hey, tu te lances en affaires, toute la famille, on se réunit, on t'achète un bureau assis debout, hein, tu sais. Mon Dieu, mais quelle bonne idée. À vous, hein. Mm. Tu sais, c'est nos grosses Mais c'est un décisions de nouveau bébé vie, aussi. le fun, tu sais, comme, c'est ça. C'est comme un, en tout cas, c'est ma Un conseil, c'est bon, ça ferait un beau nouveau channel dans le Joyeux Chaos. On salue Isa, Ça, je pense qu'il en avait parlé. C'est Oui. ça. Ah ouais? C'est Isa, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Isa qui a eu l'idée Ouais. en premier. Un shower de Je me rappelais plus si bébé c'était Isa ou entrepreneur. Rosalie. En fait. Non, c'est pas moi. Ouais, mais c'est du génie. On fait ça. Ouais. Ben, c'est qu'on célèbre Une tout le temps les belle gros margée. événements de toutes les vies de vie, mais ça en est un aussi. Là. C'est la naissance d'un nouveau projet. Fait que, tu sais, on va célébrer l'achat d'une nouvelle maison. Tout le monde va être fier de montrer son nouveau char, mais quand tu te lances en affaires, tu sais, je reviens à la gestion de risque. C'est une gestion de risque que pas tout le monde, monsieur, madame, tout le monde a. Puis on célèbre pas. Ouais, c'est plus des doutes des fois même que ton entourage peut te donner, puis tout, c'est Ouais. intéressant. T'es sûr? Puis tu sais, versus un enfant, c'est un aussi gros changement de vie, là, puis ça se peut, là, que finalement, plus. tu trouves que c'est tough, puis tout, Tu peux personne te fermer dit... ta business, tu Oui, peux la oui, fermer. tu peux pas dire tu peux pas je fermer drop ton mon bébé sur le enfant, bord, là. sur le coin de la rue puis Non, je chaque c'est mon ça. camp. Là, Tu sais, peux t'imagines-tu, pas, là, tu dis à ta mère, là, que t'es enceinte, là, puis là, elle te dit, hey, mais là, t'es dessus. Mais là, ça va vraiment changer ta vie, là, tu vas avoir vraiment moins de temps d'un coup que, là, t'as pas l'argent, là, puis que, là, tu sais, parce que financièrement, un enfant, c'est cher. Hey, ça... Il y en a qui font ça, mais tu sais, C'est c'est parce que plus tu le sais pas comment tu vas le vivre, tu le sais pas, tu sais, puis fine, après ça, t'es à ton compte, puis tu décides que c'est pas pour toi, que tu reviens en emploi, que tu sais, c'est correct, mais tu le sais pas tant que tu le vis pas. Je trouve que, tu sais, moi, je pense, j'avais la chienne d'avoir un enfant, j'avais vraiment peur. Finalement, ça s'est révélé être une super de belle expérience pour moi, fait que, tu sais, je le savais pas c'est ça, que c'était pas si pire, tu sais. Mais ça revient au point que tu disais tantôt par rapport à, tu sais, es-tu capable de soutenir quand tu le sais que tu vas pogner ton down, mettons, Ouais. es-tu capable de prévoir le pire puis de savoir que tu vas être correct, peu importe la situation ou la vague, parce que tu le sais pas. Puis, tu sais, il y a quand même une notion de privilège aussi là-dedans. Oui, Tu sais, il y a plein de choses. Il y a là, plein fait que- il y a plein de facteurs. Ouais. Il y a quand même plein de messages qui vont se dire, mettons, à travers les réseaux sociaux. Je trouve ça bien parce que tu parles de planifier, de risques, etc. Mais il y a plein de messages que ça va être comme non, no matter what ce qui arrive, t'es censé trouver une solution ou il n'y a pas de plan B, il y a juste un plan A ou plein d'éléments comme ça. Fait que je trouve que ça vient contredire ça un peu. Puis, Mais ça, c'est encore des citations qui sont dites par les gens qui vivent dans le monde de la licorne. Tu sais, tu comprends? Vu qu'ils C'est sont le dans monde le monde de de la la licorne. Ouais, c'est ça. Vu qu'ils sont dans le monde des licornes, ben comme c'est cool parce que eux, ils ont réussi, ça a marché, ils ont jamais eu besoin de plan B. Ou des fois, ils ont vécu des difficultés puis ils ont passé par-dessus en gardant en tête leur business. Fait qu'ils se disaient, ça va être la même chose pour tout le monde. Et donc, il faut que tout le monde fasse ça. Mais c'est absurde, tu sais. Je lisais cette semaine, je lisais une étude sur les objectifs, puis c'était super intéressant, c'était plus dans le monde corpo, mais il étudiait, quand tu étudies les objectifs en entreprise, les gens, ils étudient tout le temps les bienfaits d'atteindre les objectifs, OK? Toutes les études, c'est là-dessus. Puis là, les deux femmes, ce qu'ils se demandaient, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'objectif est échoué en business, genre. Puis by the way, en milieu corpo, quand les équipes, mettons, de travail, puis tout se fixent des objectifs chiffrés, ambitieux, 90% du temps, ils vont échouer, OK? Fait que c'est quand même très rare là, qu'ils atteignent leur objectif. Puis quand ils l'atteignent pas, les conséquences sont full graves, en fait. Ça brime, ça scrape la confiance en soi de tes employés, ça crée évidemment des émotions négatives chez les gens, et ça fait en sorte que tous les prochains objectifs vont être plus difficiles à atteindre. Fait qu'à un moment donné, vivre dans le monde des licornes, si t'es chanceux, extrêmement privilégié, puis que tout fonctionne pour toi à chaque fois, ben tu vas comme avoir une espèce de biais de confirmation que c'est super tes citations, là, puis que tout va bien. Mais 90% des gens, il faut qu'ils se préparent à vivre des échecs. Faut peut-être qu'ils revoient leurs objectifs, faut qu'ils se mettent des objectifs qu'ils sont capables d'atteindre pour aller chercher de la validation interne, pour être de bonne humeur. Puis on n'en parle pas assez. Genre, en entrepreneuriat, là, il y a vraiment une espèce de culture du survivant, là, où, je sais pas, là, où c'est comme... tu sais, force-toi, hustle, si tant quand on veut, on peut. Empowerment, mais tu Ouais, si tu veux, tu peux. Puis ça, c'est tellement la phrase. Ben, c'est souvent justement le monde qui sont dans le monde de licorne qui vont utiliser le si tu veux, tu peux. Puis tu sais, moi, je m'intéresse beaucoup au subconscient. Puis tu peux penser quelque chose au niveau conscient, mais si ton subconscient, qui est 95% de toutes tes prises de décision ou quoi que ce soit, est en désaccord avec ce que tu veux consciemment, c'est pas. Tu vas jamais. C'est pas vrai que si tu veux, tu peux, parce que si tu veux, il est dans ton conscient, puis le reste, ton subconscient, il suit pas. Ça marchera pas, peu importe ce que tu as en tête, là. Parce que tu peux avoir un mécanisme qui est complètement à l'inverse de ça, puis sans même que tu en aies conscience. Ah ouais, hein. Ouais. Vous
parlez beaucoup de stratégie. Vous êtes pas mal là-dedans dans vos milieux professionnels. Est-ce qu'il y en a que vous pourriez nommer que vous aimez vraiment comme stratégie versus vraiment pas? Pour mettre de la stratégie marketing, général, exactement, oui. Moi, il n'y a pas de stratégie que j'aime pas, pour vrai. Honnêtement, là. Ah, ouais. Il n'y a pas de stratégie que j'aime pas. Il y a des approches que j'aime pas, il y a des propos que j'aime pas, il y a des fois certains arguments que j'aime moins, mais les stratégies en tant que telles, là, que tu fasses du marketing d'influence, un webinaire, tout a le potentiel d'être bien fait. Genre. Puis ça, j'y crois. Je pense que oui, mais en fait, ce qui me gosse, je vais le dire avec... Wow. On va pas le dire. Ça me gosse. Non, mais tu sais, avec... Je pense que c'est un peu comme avec ta comparaison d'autoroute, c'est quand que tout le monde prend la même sortie, c'est quand tout le monde prend la même stratégie, comme puis fait la même chose. Je trouve que là, ça perd d'originalité, ça perd de fun, ça perd de... Tu sais, il y en a pas une technique qui va fonctionner pour tout le monde, ça n'existe pas. Fait qu'on dirait que c'est ça qui me dérange plus, c'est de dire « Hey, regarde mon approche hyper pas conventionnelle, à quel point ça a bien fonctionné. » Mais oui, mais si toi, tu l'as fait, peut-être que quelques autres personnes, ça va fonctionner, mais s'ils sont 56, ben... Tu sais, il va y avoir une congestion, puis ça... Ouais, puis surtout qu'on est un petit marché... Comme, mettons que tu prends le Québec, on est un petit marché au final, fait que c'est facile de voir cette répétition-là. Ouais. Peut-être que dans un plus gros marché, ce serait différent, mais là, à un moment donné, si t'es 56 à faire la même chose le même mois, tu fais comme, ben là, j'en ai beaucoup, puis ça perd en impact. C'est ça, c'est quand tu répètes tout le temps la même chose, puis que ça manque de ta personnalité, là, tu sais, de qu'est-ce que toi t'aimes faire, puis qu'est-ce que toi... Ben, puis de considération en lien avec le marché, en fait. Parce qu'ultimement, c'est ça le problème, c'est qu'ils vendent la même stratégie tellement souvent, même à des gens qui sont dans des marchés sophistiqués où cette stratégie-là est déjà surutilisée. Puis là, ça marchera pas. Mais mettons, quelqu'un qui vend à des coiffeuses qui ont jamais vu un tunnel de vente de leur vie, tu peux faire une affaire vraiment basique qui va super bien fonctionner. Puis c'est ça le problème, en fait, c'est que le marketing, c'est relatif. Comme tout dans la vie. Tu sais, ça prend un diagnostic. Il faut regarder c'est quoi les critères qu'on a, puis c'est tout. Moi, c'est au niveau des, mettons, je pense que quelle stratégie qu'on aime plus que d'autres, ça va être est-ce que à la fin de la journée, tu sais, il y a deux critères. Il y a le côté, évidemment, de éthique puis morale, de comme est-ce qu'on est en train de être honnête ou pas. Là, on s'entend qu'on tasse les choses pas honnêtes ou, tu sais, la fausse urgence, faire semblant qu'il y a des places limitées tandis qu'il n'y en a pas, ce genre de choses-là, évidemment. Le blackmail. Oui, la fraude puis le chantage. C'est sûr que c'est pas idéal, tu sais. Mais mettons que tu mets ça de côté, je pense qu'on peut le résumer par une stratégie qu'on aime, c'est une stratégie qu'au final, on l'a testée puis qu'elle amène des résultats pour nous puis qu'on voit qu'il fonctionne parce que ça dépend de plein de choses. Mais d'un point de vue personnel, mettons, qu'est-ce que j'aime plus voir puis qu'est-ce que j'aime plus faire, je pense que c'est quand que il y a un côté personnel que je trouve ça le fun de voir des entrepreneurs comme oser des trucs qu'ils n'osaient pas faire avant. Genre, mettons, cette année, on a vu plein de monde faire des webinaires pour la première fois. Puis de voir des gens qui font des webinaires pour la première fois puis qui arrivent et qui sont comme « Hey, c'était vraiment stressant, j'ai pas dormi depuis 2 jours, mais j'ai aimé ça. » Voilà. Je trouve ça vraiment le fun parce que ça baisse des barrières puis ça l'ouvre des possibilités parce que je vais le caricaturer un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que c'est plus facile de faire que d'autres. Il y a des choses qui détruisent, qui te sortent moins de ta zone de confort que d'autres. Il y en a pour qui ça va être genre d'écrire des infolettes parce qu'ils n'ont jamais fait ça, puis ils se trouvent vraiment poches à l'écrit. Puis il y en a d'autres qui ça va être de faire des webinaires parce qu'ils sont super gênés. Leur dernière présentation, c'était genre à l'université ou au secondaire, puis ils étaient trop stressés, puis c'était toujours des mauvais moments. Puis là, ils commencent à faire ça, puis ils sont comme « Oh mon Dieu, je fais quelque chose pour la première fois, puis je vois que j'aime ça, je vois le monde. » Fait que je pense qu'il y a ce petit côté-là en moi qui est comme que ça marche pas, je trouve ça le fun à voir parce que on te s'ouvre des portes puis c'est plus juste surtout quand je pense au webinaire, c'est souvent quand on voit quelqu'un fait un webinaire, c'est comme des entrepreneurs que ça fait longtemps puis qui font ça depuis longtemps, whatever, mais là c'est le fun de voir du monde comme let's go, je me pitch là-dedans. Puis là je parle des webinaires parce que c'était ça cette année, mais il y a 1 million de trucs comme ça, d'oser de faire des choses, d'essayer des choses qui n'ont pas été faites avant aussi, tu fais d'originalité, de juste je teste de quoi, peut-être ça marchera pas, mais je l'aurais essayé puis ce sera pas déjà vu. Il y a comme cette audace-là, le fun à voir. Mais en même temps, si je débute puis que j'ai absolument besoin que ça marche, peut-être que j'irai pas là puis c'est correct. En même temps, on peut prendre la question aussi dans le sens qu'est-ce que tu aimes personnellement. Puis ça, c'est intéressant parce que quand tu es travailleur autonome, ben crime, c'est toi qui décides. Puis dans le fond, il y a plein de moyens, il y a plein de stratégies qui marchent.
Puis moi, mettons, je sais ce que j'aime pas personnellement. Moi, j'aime pas ça faire de la vidéo. J'en fais très rarement, sauf quand c'est live, parce que là, je peux être spontanée, j'ai pas besoin d'être préparée. Tu sais, j'ai pas besoin de stager, mettons. Ouais, c'est pas scripté. C'est ça me va. Mais je ferai pas de Reels parce que ça me fait chier de faire du montage puis des petites vidéos. Tu sais, ça m'intéresse pas. À l'opposé, j'ai une force pour l'écriture. C'est sûr que l'infolette, c'est plus facile pour moi, tu sais. J'aime ça, m'exprimer de vive voix comme ça. Je peux me faire inviter sur des podcasts. Moi, je déteste vendre, OK, pour vrai, là. Genre, j'aime ça persuader, mais j'aime pas ça vendre. C'est vraiment désagréable pour moi parce que j'ai envie que les gens, ils viennent vers moi avec enthousiasme et joie. Fait que je vais faire du inbound, je vais pas faire du marketing direct où je fais des cold calls, tu sais. Fait que vraiment, d'y réfléchir peut-être d'un point de vue... Tu sais, c'est ça que je veux dire par toutes les stratégies sont bonnes. C'est que si toi, par exemple, là, récemment, j'étais avec Cindy Dauteuil à une retraite, tu sais, Cindy, elle l'a pour vendre direct. Genre, c'est une force qu'elle a. Elle, genre, que si elle te parle une fois, elle va se rappeler de toi, de qui t'étais, de ce que tu faisais, puis qu'il faut qu'elle fasse un suivi. Puis quand elle va te rappeler, elle va te reparler du truc que vous aviez parlé ensemble. Moi, j'ai pas ça, là, tu sais. Fait que ça, c'est une genre de force qui fait que tu peux plus facilement faire de la vente directe où tu fais tes suivis avec des clients, puis t'essayes de les avoir en appel, puis tout le kit, tu sais. Puis c'est bien correct. C'est juste que moi, ça me ferait chier de faire ça, tu sais. Donc, peut-être d'y réfléchir aussi d'un point de vue, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses. Qu'est-ce que t'aimes pas. Puis dans les sorties de zone de confort, pas qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui t'excite, là. Qu'est-ce que tu te dis, hey, ça serait tellement awesome si j'étais capable de faire ça, genre. Pas genre, oh mon Dieu, je suis terrifiée, ça a l'air horrible, t'sais. Ouais, parce que de la vente directe, tu sais, ça peut être rapidement épeurant. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui le font pas comme il faut. Fait que là... Ouais, tu peux te faire cette image-là qui peut te faire encore plus peur. Ouais, mais aussi, quand tu le livres, puis tu le fais parce que tu penses que c'est comme ça que ça fonctionne, puis que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour que ça marche, mais que finalement, t'es vraiment pas bon, puis t'es pas à l'aise et tout, là. Je veux dire, il y a plusieurs affaires. Ben, tu sais, t'as moins de chances que ça fonctionne. Puis c'est là, pareil en création de contenu. Puis c'est ça le problème. Il y a plein de monde qui crée du contenu parce qu'ils se font dire de créer du contenu, mais c'est pas des créateurs, ils sont à chier. Puis genre, je suis désolée, là, mais comme, si t'es pas bon pour créer du contenu, puis que ton réflexe, c'est genre, bon, faut que je fasse un aimant à client, fait que je vais faire genre le truc le plus basique possible que je peux trouver sur ce sujet-là sur Google, ça marchera pas tes affaires, tu sais. Puis ça, je trouve ça dur des fois, parce que des fois, j'en vois, là, du monde comme ça, là, que je me dis, c'est pas des créateurs, ils aiment pas ça créer, ils aiment pas ça faire du contenu. Pourquoi ils trouvent pas un autre moyen? T'sais, ils pourraient engager une agence de pub à la place, ils pourraient faire justement plus du réseautage des appels, il y a d'autres moyens. En utilisant ses forces, comme tu dis. C'est ça. Parce que ça prend un bon niveau de connaissance de soi, puis si tu l'as pas, ben en fait, là, à ce moment-là, j'entendais le mot « jouer ». Puis je sais que tu parles souvent d'expérience puis d'essayer des affaires, puis si tu n'essayes jamais rien, tu sauras jamais... Tu penses aimer quelque chose, mais à un moment donné, tu vas l'essayer, puis finalement, tu n'aimeras pas ça, puis tu vas te rediriger. Mais c'est que si tu t'alignes dans une stratégie qui n'est pas alignée avec toi, en fait, à ce moment-là, des créateurs qui créent du contenu, qui sont pas des créateurs de contenu, ça fait du contenu insipide, qui contribue en rien, puis qui apporte aucune valeur jamais, puis t'es comme, je viens de perdre 3 minutes de ma vie à lire quelque chose que... Puis après ça, ils pleurent pas de like. Puis ces personnes-là ont du... Tu sais, la personne qui lit, puis la personne qui lit est comme, pourquoi je viens de lire ça? Puis la personne qui l'écrit est comme, j'ai pas eu de fun à faire ça. Fait que tu sais, dans le fond, il y a personne qui est gagnant de cette ça, c'est les personnes qui, avec l'intelligence artificielle, vont souffrir parce que... Ouais. Mais en fait, ça, c'est un bon diagnostic. Si l'idée que l'intelligence artificielle fasse tout ton contenu à ta place, c'est excitant pour toi, t'es pas un créateur. Parce que si t'avais ça en toi, là, l'envie de communiquer, de créer, d'attirer les gens par du inbound, tu voudrais jamais déléguer tout ça. Tu voudrais garder l'idéation, tu voudrais garder dans ta cour parce que t'aimes ça, tu sais. Fait que si pour toi, l'idée de déléguer tout ça à une intelligence artificielle qui décide à ta place qu'est-ce que tu aimais pour ton client, c'est quand même un bon diagnostic que c'est pas ta méthode, genre. Ouais, puis je rajouterais une parenthèse de ça. Je pense que il y a le facteur est-ce que ce que je produis est bon ou pas, puis il y a le facteur est-ce que j'ai aimé ça le faire ou non. Parce que évidemment, quelqu'un qui a jamais créé de contenu puis qui commence à le faire, ça se peut que ce soit poche, là, ça se peut que tu as un background en journalisme ou en littérature, peu importe, puis que t'as déjà pratiqué cette chose-là, puis que tu l'appliques différemment. Mais ça se peut que tu arrives que tu n'as jamais fait ça de ta vie, puis que ton premier lead magnet il soit vraiment poche. Mais la question à se poser, c'est j'ai-tu eu du fun? T'as aimé ça? J'ai-tu eu du fun à le faire? C'était peut-être mauvais, puis ça a peut-être rien donné. Peut-être que mon premier webinaire, il était vraiment mauvais. J'étais stressé tout le long. Il y avait 7 personnes. Il y avait 7 personnes? Peut-être 6, là. Tu sais, c'était catastrophique. Puis j'ai stressé tout le long. C'était un sujet vraiment poche, genre sur comment avoir des abonnés Instagram. Là. C'était vraiment c'est beau. Pas délicieux. Mais j'ai aimé faire ça. J'ai aimé préparer mes trucs.
Puis à la fin de la journée, c'est certain que si je regarde ce webinaire-là de 2018 puis je regarde mes webinaires aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui sont vraiment meilleurs. Puis je pourrais pas voir le mois de 2018 puis lui donner le même critère d'excellence qu'aujourd'hui parce que j'en ai fait pendant des années. T'sais. Mais j'ai aimé ça faire le premier même s'il était mauvais. Puis je pense que c'est quelque chose à garder en tête parce que c'est sûr que c'est presque garanti que ton premier contenu va être mauvais. Peu importe tes standards, peu importe ce que tu produis. À ton standard de dans 3 ans, c'est sûr qu'il va être mauvais. Ça, c'est garanti. Sinon, il y a un problème. Exact. Mais si tu as eu du fun, puis si tu es comme, hey, pour vrai, j'ai aimé ça, peut-être que les gens l'ont bien reçu, peut-être que les gens l'ont mal reçu, mais j'ai trippé à le faire, il y a clairement un futur. Si tu as détesté ça, puis que c'était mauvais, ben à un moment donné, tu sais, comme. Apprends-le. Ouais, mais c'est une bonne façon de savoir que. Mais en même temps, il y a des gens qui aiment pas quand ils sont pas bons. True. On parle de quelqu'un. Non, mais tu sais, quand tu fais quelque chose et que t'es pas bon à le faire, ben tu sais, des fois, ça peut te faire douter, ouais. Fait que tu sais, je pense que c'est d'y aller graduellement puis d'essayer des choses. Puis... Mais je suis pas mal sûre que Charles, ton premier webinaire, t'étais pas non plus nul à chier. Non. À ton standard d'aujourd'hui, mais sûrement que les 6 personnes qui étaient là, ils ont quand même appris quelque chose. T'sais. On va donner le bénéfice du doute. On va donner le bénéfice du doute, certes, mais clairement, si j'étais parti en me disant faut que mon webinaire soit comme aujourd'hui, j'en aurais fait un, j'aurais dit c'est poche, j'ai pas aimé ça, j'aurais arrêté. Fait que tu sais, il y a le côté objectif aussi, tu sais, de se mettre des attentes trop élevées dans ces premières choses, puis de se rendre compte qu'on les atteint pas tout de suite, puis on est fru parce qu'on trouve qu'on a mal fait ça. Mais ça existe en maudit, là. Puis c'est des discours avec soi-même, puis c'est comme 1 million d'affaires à essayer de régler avec soi, là. Une couple de sessions une couple de séances ou une couple d'années chez le psy, là, peut-être à regarder, ou avec toi-même. Ouais. Mais toi, je suis juste curieuse, là, depuis tantôt, j'ai cette question-là qui est comme dans une agence de pub puis qui voit des stratégies qui aiment peut-être moins personnellement ou plus. Comment tu jauges à travers ça pour travailler avec la bonne personne? Bonne question. Parce qu'il y en a, là, vraiment des stratégies que tu peux faire. Oui, elle est bonne, mais comme moi, elle me correspond moins bien avec mon éthique, etc. Est-ce que vous allez quand même en ligne? Je vois ce que tu veux dire. Ben, il y a un côté, nous, on a un côté comme très, très binaire de on le prend ou on le prend pas, puis c'est est-ce qu'on considère que c'est éthique et moral ou non. Puis on est assez... On n'a pas tant de zone grise dans le sens où, pour nous, s'il y a quelque chose de faux, de mensonger, là, c'est sûr qu'on le prend pas. C'est très clair pour nous, il y a comme cette ligne-là. Puis après ça, il y a tout le côté perspective. Puis j'y vais pas tant sur est-ce que j'aime la stratégie moi personnellement. Je vais plus sur, tu sais, on est une équipe, fait est-ce qu'on va avoir du fun à créer des pubs pour cette chose-là. Puis c'est et le domaine et et la stratégie et la personne avec qui on travaille aussi, parce que le domaine peut être vraiment cool si la personne n'est pas capable de nous faire confiance après plusieurs mois, puis que c'est toujours difficile, puis ça sera pas le fun non plus. Fait que j'y vais plus sur ces critères-là où je vais très très souvent sonder l'équipe, voir c'est tel business. On va checker qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'on aime la vibe? Est-ce qu'on a le goût de travailler pour eux? Fait qu'il y a ce côté-là de est-ce qu'on va avoir du fun ou non? Puis des fois, on se trompe. On se donne le droit de se tromper. Là. Ça se peut des fois qu'on a des bonnes intuitions, puis finalement, ça donne pas. Puis il y a aussi un autre facteur, puis c'est le facteur de impact de l'entreprise. Je pense que ça, c'est une bonne réflexion à avoir aussi pour et les agences et les autres entrepreneurs qui travaillent avec d'autres entreprises. Puis c'est, tu sais, comme entreprise dans la société d'aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut faire pour amener un impact positif, société environnementale, durable et tout. C'est sûr que comme entreprise de service, il n'y a pas comme de... C'est pas genre, on aimerait ça améliorer nos trucs, regarde, on pourrait juste fermer notre puits de pétrole. Tu sais, comme on n'a pas de grosses affaires polluantes, mettons, ou de gros trucs qui est directement mauvais pour la société. Puis c'est sûr que la seule chose que nous on fait, c'est vrai que dans le fond de la pub, ça passe par Facebook, Google, c'est des grosses compagnies que tu peux critiquer parce que peut-être qu'ils investissent pas assez localement, puis ça, tu sais, je veux dire, il y a clairement une zone grise là, ou en tout cas des points d'interrogation où est-ce qu'il y a des impacts négatifs, mais l'alternative est pas tant réaliste pour nous. Donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un réel impact positif, puis c'est par le choix de nos clients. C'est est-ce que l'entreprise que j'aide à être plus visible, puis c'est la même chose pour avoir des meilleures offres ou à mieux copywriter, est-ce que cette entreprise-là, si je l'aide à croître, elle va avoir un impact relativement positif sur le monde. Fait que ça peut être juste, nous on se pose la question, est-ce que si ce produit-là d'une boutique en ligne est dans les mains de plus de personnes, ça va-tu aider la société ou neutre ou négatif? Puis dans le processus au complet, est-ce que
de notre point de vue, on n'est pas des experts, on fait pas d'études ou quoi que ce soit, est-ce qu'on a l'impression qu'on va vraiment comme amener le monde une petite coche de meilleur? Puis je pense que c'est vraiment, vraiment comme bon à se rappeler parce qu'au final, c'est ça qui fait que t'aimes ce que tu fais, puis tu te dis pas j'ai fait des bonnes pubs, mais à la fin de la journée, c'est pour vendre une entreprise qui fait du greenwashing pour les faire passer comme étant meilleurs, quoi que ce soit. T'sais. Vu que vous faites ma pub, ça veut-tu dire que je rends le monde meilleur? Wow! Mais je pense que dans Mesdames ce qu'on et messieurs, voici Alexandra, la très humble. Ma plus grande qualité. Mais dans un sens, tu sais, on n'est pas... je pense... Je sais qu'il y a des entreprises qui ont des critères beaucoup plus intenses que nous. On n'est pas... mais on veut quand même le filer parce que c'est, oui, d'un point de vue impact, d'un point de vue de nous, est-ce qu'on sent bien à faire des pubs de quelque chose? Puis ça nous a fait revoir des types de créneaux qu'aujourd'hui, on va être beaucoup plus frileux de travailler avec. Il y a des choses évidentes, genre, mettons, si une entreprise de vente d'armes voulait qu'on fasse des campagnes, ce serait évident que non. Mais il y a des choses que sans le vouloir, des fois, tu vas mettre de l'avant des discours qui sont pas idéaux ou des... Tu sais, le discours qu'on disait au début de... Tu vas travailler par toi-même, tu vas être ton propre patron, blablabla, c'est facile. Ben, il y a comme quand même des options à faire parce que c'est vrai que d'empower le monde, des gens à devenir auto-entrepreneur, de s'émanciper des fois de trucs toxiques, quoi que ce soit, ben c'est le fun. Mais il faut pas que ça passe une certaine zone où est-ce qu'on est en train de faire des fausses promesses ou de parler de, tu sais, le fameux schéma de « tu vas devenir riche en vendant des formations qui vont aider les gens à vendre des formations qui vont aider les gens à vendre plus de formations. Tu sais, c'est comme... Ça, c'est pas tant impact positif, mais ben, tu vas changer de carrière puis tu vas développer de quoi qui est réaliste avec des attentes pas d'être multimillionnaire. Ben, je comprends. Là, ça rentre. Fait il y a comme toujours des réflexions à avoir là, mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup plus de business devrait avoir. Puis des fois, c'est juste qu'on y pense pas. Nous autres, ça fait 1 an ou 2 qu'on y pense à ça parce qu'avant, c'était juste comme... On n'aurait jamais travaillé avec une entreprise qui vend des armes. Mais on n'avait jamais eu cette réflexion-là de « OK, voici la limite qu'on met, puis voici ce créneau-là, ce type d'entreprise-là. Oui, non, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? » J'aime ça. Je reste sur ton cas, là, je m'excuse. Mais je sais un peu ton parcours. Tu as quand même commencé ton entreprise jeune. Mm-hmm. Puis ça, c'est des discours qu'on a souvent sur les compétences, les connaissances, la formation, l'âge. Vous vivez ça comment, vous? La notoriété t'es jeune, t'as rien à m'apprendre ou t'as pas l'expérience pour... Ben moi, ce mythe-là. À 20 ans, j'avais plus de maturité que certaines personnes à 60. Là. Puis là, brag. Ouais. La très humble. Même, je pense, l'autre fois, tu me disais qu'à 6 ans, c'est ça? Ouais, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'âge, c'est pas grand-chose. C'est dans le sens où... Puis oui, il y a un lien. Là. Je veux pas dire qu'il y a absolument aucun lien. T'sais, avec l'âge, tu as plus d'expérience, c'est sûr. Mais je pense que tu peux avoir une super de bonne maturité émotionnelle. Tu peux avoir 50 ans et avoir travaillé 2 ans dans un domaine aussi. Je pense que ça dépend des expériences que tu vis, ça dépend du contexte, ça dépend de tellement de choses. Fait que moi, quand quelqu'un, ça m'est déjà arrivé de me faire demander en appel « Hey, t'as quel âge? » Ben, la réponse était... Ça fait combien de temps tu fais ça? Ouais, ben c'était est-ce que c'est important parce que, tu sais... Mais même encore, combien de temps tu fais ça? Tu sais, tu peux avoir fait des jobs qui ont absolument pas rapport avec ce que tu fais, mais qui ont quand même des compétences transférables. Ouais, 100%. Je pourrais faire ça depuis 1 an, mais ça fait 15 ans que j'ai de l'expérience. Tu sais, comme toi, quand tu étais travailleur social, tu as des compétences qui sont transférables en tant que gestionnaire d'entreprise. Puis que ça fasse 1 an que tu es gestionnaire d'entreprise, mais que tu as été pendant 10 ans travailleur social, il y a certaines compétences que tu as acquises que ça fait pas 1 an que tu as, ça fait 11 ans, tu sais. Fait que... Puis là, contraire aussi, je pense, d'avoir 15 ans d'expérience peut faire en sorte que tu n'as tellement pas d'intérêt que c'est comme si tu en avais 1 an d'expérience. Ouais, puis tu sais, il y a du monde qui peuvent avoir justement 15 ans d'expérience, mais que finalement, sont pas compétents, tu sais. Ouais, puis c'est pas parce que tu as les connaissances que tu as les compétences non plus, là. Puis tu sais, j'enlève rien à ceux qui ont comme 20, 30 ans d'expérience, c'est vraiment pas ça. C'est juste que je pense que c'est plus une notion d'expérience, de choses que tu as faites, que tu as essayé, que tu es sorti de ta zone, plus que le fait d'avoir 20 ans en arrière. Ça devrait pas être nécessairement un critère de décision sur... Mais moi, je suis contente d'être plus vieille, là, honnêtement. Puis tu sais, c'est drôle parce que j'ai commencé moins jeune que Charles. Là. Mais malgré ça,
moi, ça m'énervait, là, l'espèce d'attitude, là, de à l'âge que toi, tu dois pas comprendre ce que tu fais, puis pia, là. Genre, ça me gossait vraiment. Mais Alex est une plus vieille de famille. Moi, j'ai été une plus jeune de famille. Et j'ai tout le temps été dans une espèce d'ambiance où, ben, t'es la plus jeune, tu vas comprendre plus tard. Fait que, tu sais, ça, ben, moi, c'est un peu un contexte dans lequel je suis à l'aise et que j'aime ça, après ça, surprendre et faire, OK, ben. Moi, j'étais gênée de dire mon âge, pour vrai, là. Genre, quand ça a commencé à vraiment bien aller mes affaires, puis que là, j'avais une certaine notoriété, j'étais gênée de dire mon âge. J'étais comme, toutes mes amies sont encore à l'université, tout le monde, tu sais, ma vie est anormale. C'était vraiment ça ma sensation. Parce que j'ai pas beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, j'ai pas beaucoup de personnes de mon âge qui s'étaient lancées en affaires ou quoi que ce soit. Presque tous mes amis étaient, c'est ça, soit à l'université, soit début de leur carrière, petite job, relax, tu sais. Fait que c'était comme, je me sentais vraiment en espèce de décalage. Puis j'évitais d'en parler. Puis là, à cette heure, j'ai 30 ans, je suis comme assez digne, 30 ans, là. Tu sais, ça, c'est un âge où, comme, t'es comme au milieu, là. T'es jeune encore, mais comme, ils s'en foutent un peu. C'est pas un préjugé, genre. Mais au contraire, on dirait que j'aurais tendance à dire, tu peux être fière, d'avoir accompli ça à cet âge-là. Moi, je trouve ça remarquable. C'est sûr, mais ce que tu veux, c'est pas... Moi, ce que je voulais, c'est que les gens me prennent au sérieux. Je voulais être crédible. Je voulais pas, genre, tu sais, être le petit prodige Grégoire Charles, là. C'est pas ça le but, là. Genre, non, mais comme, pour vrai, tu sais, ça me gossait. Puis je suis contente de plus être là-dedans. Puis moi, j'ai hâte d'avoir des cheveux blancs. Je vais charger plus cher parce que je vais être plus sage. Ça va être une pièce de plus par cheveu blanc. Par cheveu blanc, c'est ça. On augmente de 0,2% par cheveu. La fille, dans le fond, elle s'est teinte, tu sais. J'ai hâte de voir le part tout. Ah non, mais moi, je me teins pas quand mes cheveux blancs apparaissent. Là. Je vais être comme... Je vais juste avoir l'air plus sage. Non, mais pour vrai, peut-être que c'est parce que moi aussi, j'ai cette association-là, tu vois. Moi, généralement, j'accorde plus de crédit aux personnes plus vieilles. Je trouve que l'expérience, ça fait quand même une différence. C'est rare que je rencontre quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, que j'en ai 30, puis que je me dis, ah oui, cette personne-là est vraiment, tu sais... on peut avoir des conversations intéressantes, ça arrive, mais c'est rare. Puis moi, à 19 ans, j'étais pas la meilleure version de moi-même non plus. C'est parce que tu m'as pas rencontré à 20 ans. Ouais, c'est ça. C'est sûrement ça. Fait que je sais pas. Moi, je suis contente de plus être jeune. Mais c'est drôle parce que, comme quoi, l'environnement change beaucoup de choses. Parce que moi, j'ai commencé très jeune. J'ai commencé comme accidentellement à 16 ans, 15-16 ans, à gosser des sites web, puis à avoir des premiers clients. Puis autant que j'étais gêné au bout, ou en tout cas, je voulais éviter, j'anticipais le plus possible qu'on me demande mon âge puis que ça allait me faire perdre des opportunités ou quoi. Autant que je l'ai jamais réellement senti, parce qu'au final, ben c'est sûr que la personne qui s'attend à travailler avec quelqu'un qui a genre 12 ans d'expérience ou au moins va juste pas venir vers moi. Fait que je l'ai même pas senti, puis j'ai jamais senti que ça m'a réellement fait perdre des opportunités. Donc, je l'ai évité au plus possible. Même j'ai une cliente que j'ai travaillé avec elle pendant 2 ans, puis après, comme 1 an et demi, elle m'a dit « Hey, t'as quel âge? » Puis j'étais comme « Hey, j'ai 17 ans. » Puis elle n'en revenait pas, puis elle était comme « Hey, c'est un kid qui fait ma pub, je le savais pas, Puis on a continué à travailler ensemble, c'est juste drôle, tu sais. Sauf que ça m'a fait réaliser « OK, les gens se posent pas la question, puis les gens me posent pas la question. On va vivre avec ça. » Puis j'avais pas la vibe de... Tu sais, je suis enfant unique, j'avais pas la vibe de me faire toujours dire ça. J'ai jamais eu ça. Fait que je l'ai juste continué en me disant, ben j'ai rien à perdre de toute façon. On s'en fout. Mais en même temps, t'en parlais pas. J'en parlais pas, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, tu sais, je pense que il y a des contextes où est-ce qu'on se dit, j'ai besoin de quelqu'un qui a, pas nécessairement qui a beaucoup d'années d'expérience, mais qui a de l'expérience dans ce que je veux. Ouais. Puis c'est pas la même chose. C'est correct aussi. Là. Non, ça parce peut que être... toi, à 20 ans, t'avais déjà full d'expérience en pub, genre, fait que c'était comme... Oui, puis, mais pas dans tout. Tu sais, mettons que tu dis, je veux... le exemple évident, mais mettons, j'ai un concessionnaire automobile, puis je veux mettre de l'avant ma nouvelle auto, blablabla, dans ma région. Ben, c'est sûr que naturellement, tu vas chercher quelqu'un qui a déjà de l'expérience là-dedans. Puis c'est sûr que quelqu'un de plus jeune va pas avoir d'expérience dans tout, fait que naturellement, va s'éliminer de ça. Ouais. Fait que si mettons, aujourd'hui, moi, je cherche quelqu'un qui, pour l'agence, quelqu'un qui a déjà l'expérience en pub, qui a déjà géré des choses, ben naturellement, je vais pas tendre vers les gens qui ont 15-20 ans, parce que, ben, naturellement, ils n'auront pas déjà plusieurs années d'expérience. Puis, naturellement, je vais peut-être pas tendre vers les 40-50, ou oui, mais je vais aussi inclure des tranches plus jeunes, tant qu'ils ont plusieurs années d'expérience dans exactement ce qu'on fait. Fait que je pense que l'âge a clairement une connexion, parce qu'à un moment donné, tu peux pas tout avoir fait. Comme, même à 30 ans, tu peux pas avoir
tu peux avoir très très bien fait plusieurs affaires. Ouais. Mais à un moment donné, il y a des domaines où est-ce que, même en copywriting, il y a des trucs où est-ce que tu dis, ben, mes compétences se transfèrent, mais j'en ai jamais fait concrètement. Fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a déjà fait concrètement, puis qui pourrait passer devant toi. Bon, ben, c'est comme ça, puis c'est normal. Mais il y aura toujours cette chose-là. La personne la plus experte qui a fait ça toute sa vie, ben, elle aura peut-être pas fait toute sa vie. Fait qu'à un moment donné, il y a des choses où est-ce qu'elle s'élimine naturellement. Fait que tout se peut. Puis on est dans des domaines qui évoluent tellement vite que... Puis ça, naturellement, ça l'amène un peu à des préjugés qui sont pas toujours vrais. Mais il y a plein de gens qui ont beaucoup d'années d'expérience, mais qui n'ont pas réussi à suivre cette évolution-là, qui est super triste. C'est la vague, Exact, qu'ils vont avoir beaucoup d'années d'expérience, mais dans des anciennes affaires qui marcheront moins aujourd'hui, fait que c'est moins avantageux. Ce qui leur amène une mauvaise réputation, ce qui est très décevant parce qu'il y a plein de gens avec beaucoup d'années d'expérience, avec des dizaines, des vingtaines, pas des vingtaines, mais avec 20-30 années d'expérience, qui ont suivi puis qui sont super, super bright. Fait qu'il y a comme de tout, il faut juste trouver les bonnes personnes. De la même façon qu'il y a des jeunes qui vont être un peu arrogants puis qui vont comme... Mais ça, je me demande si on n'a pas eu on a eu comme la pire période pour ça. Parce que, tu sais, nous, on est... Ben, moi, en tout cas, je suis comme fin milléniaux. Charles est début Z. Fait qu'on est comme première génération qui a touché du début à la fin à des ordinateurs, mettons. Puis ça, c'est un gros clash. Je sais pas si on va avoir un clash qui est aussi grand. Ouais, peut-être l'intelligence artificielle. Ouais. Tu sais, mettons que ça arrive dans ton domaine puis que tu le faisais pas avant depuis 15-20 ans ou que tu commences à travailler avec, ça doit changer quelque chose. Ouais, probablement. Parce qu'on peut en parler, là, mais ça fait peur à énormément de gens. Moi, je suis retournée sur le marché du travail puis, tu sais, mettons, sur le web, on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Dans les milieux de travail, ça fait énormément peur à des générations un petit peu plus vieilles. Puis ils sont comme pas là pantoute, puis c'est déjà là depuis comme un bout de temps. Fait que vous pensez, je sais que dans votre milieu, vous l'utilisez beaucoup, mais... Moi, je pense que les gens ont raison d'avoir peur. Tu sais, je veux pas être plate, là, mais il y a pas de transition douce possible. Genre, ou peut-être que oui, mais il faudrait que les législateurs, tu sais, interviennent, parce que... Ça va juste décaler. Ça va juste décaler, c'est ça. Il y aura pas le choix d'avoir une espèce de génération perdue, parce que c'est juste pas la réalité que les gens ont une bonne capacité d'adaptation. Puis c'est un peu comme quand on faisait tout à la main puis que la presse à imprimer est arrivée, ou quand on faisait tout à la main puis que les ordinateurs sont arrivés, tu sais, ça va éliminer des métiers, là. Genre, c'est un fait. On peut pas faire semblant que ce sera pas le cas. Puis tu sais, j'aime beaucoup les discours de genre, utilise l'IA comme un outil, puis c'est tout vrai, ça, là, que tu peux utiliser l'IA comme un outil, puis mais il y a aussi des gens qui font un travail qui est procédural puis qui peut se remplacer. C'est ça, qui est procédural puis qui est remplaçable par l'IA en ce moment, genre. Puis ces personnes-là peuvent perdre leur job, surtout si ils sont pas capables de trouver un skill ou une valeur ajoutée à ce qu'ils font que l'IA ne peut pas faire. Puis c'est juste la réalité. Puis genre, je trouve que de ne pas l'admettre en disant « Ah non, l'IA, c'est juste un outil, ça volera pas de job, puis tu prépares encore moins ces personnes-là, ça va empirer les conséquences que ça pourrait avoir. Moi, je pense entre autres à la rédaction, parce que c'est le domaine que je connais le plus. J'ai pas peur pour les copywriters, là, parce que, comme dit Cine souvent, tu sais, du copywriting, c'est 80% de copy thinking. Genre, c'est comme la stratégie, c'est la réflexion en arrière, c'est parler aux clients, c'est tout ça, ça s'automatise pas super bien, là, avec un modèle de langage large. Mais tout ce qui concerne la rédaction plus à la pièce, mettons, la personne écrit des articles de 500 mots pour des blogs avec 2-3 mots-clés, fait une recherche Google, écrit un truc quand même corpo, ça se fait, là. Immédiatement, je peux faire un article de la même qualité que toi en 15 fois moins de temps, zéro effort, là. Puis ces rédacteurs-là, qui sont vraiment des exécutants, ils vont manger une claque. Puis moi, ça me fait peur. Genre, c'est pour ça que j'essaie d'évangéliser là-dessus, puis j'ai l'air fatigante, puis il y a des... Parce que je sais pas si on peut l'arrêter maintenant que ça existe, là. Tu sais, comme... Mais comme toute technologie, tu peux toujours ralentir le truc, mais ça existe, fait que ça va venir un jour à... Puis maintenant qu'on a des modèles LLM qui sont open source, c'est fini, là. Je veux dire, c'est plus une propriété privée, là, l'IA. Genre, il y a des modèles open source ouverts. Puis à partir du moment où quelque chose est open source, le contrôle est perdu, là. Genre, tout peut se promener, puis tout le monde va avoir accès à des intelligences artificielles, là. Genre, ouais. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, ouais. Puis je
je pense que ce qui est le plus terrifiant, c'est que, puis là, j'avais fait un post LinkedIn là-dessus, mais c'est vrai, là, Charles le sait, parce qu'on est amis, mais Marc puis moi, un de nos sujets tabous dans notre couple, c'est l'apocalypse des robots, parce qu'on est le genre de couple qui a des conversations de ce genre-là. Mais on n'avait plus le droit de parler de robots ensemble parce que on avait comme un gros débat existentiel sur qu'est-ce qui allait se passer quand les robots allaient exister, puis est-ce que ça allait... bref, grosse histoire. Puis, quand on parlait de l'apocalypse des robots, nous, on s'imaginait tout le temps des robots physiques qui allaient prendre les jobs ouvrières dans les usines, imiter peut-être des cuisiniers, même à la limite, 100%. Mais j'imaginais du manuel, en fait, dans mon imaginaire de robot. Là, ce qui est fou, c'est que l'IA va voler des jobs payantes de gens qui sont dans des bureaux puis qui ont étudié longtemps. Il y a eu une étude qui est sortie récemment aux États-Unis qui est vraiment terrifiante, où ils te disent que si tu gagnes plus de 70 000 US par année, tu as plus de chances que l'IA te vole ta job. Puis, plus tu as étudié longtemps, plus tu as de chances que l'IA impacte ta job. Plus tu as étudié longtemps. Fait que si quelqu'un qui a juste son secondaire 3, là, presque pas de chance que l'IA vole sa job. Quelqu'un qui a son secondaire 5, un petit peu plus de chance. Quelqu'un qui a un bac, 10 fois plus de chance que la personne qui a juste son secondaire 3. Fait que plus tu as étudié, plus tu es à risque. Puis ça, on s'y attendait pas. On s'attendait pas à ce que les meilleurs jobs intellectuels, entre guillemets, soient les premiers à toucher. Tu pensais que ça serait le contraire complètement? C'est ça. Puis ça va bouleverser. C'est un bouleversement pour lequel je trouve on est moins préparé parce qu'on y a moins réfléchi. C'est vrai qu'on s'attend à ce que les usines, les machines, les trucs s'automatisent plus vite parce que c'est souvent aussi très procédural, finalement. Ouais. Mais ça va clairement venir, mais comme une autre étape. Puis, je pense d'un point de vue macro, tu sais, mettons qu'on recule puis qu'on est optimiste sur le fait que, comme peut-être que ça peut bien se passer, c'est le fun de dire qu'on est capable de déléguer nos jobs humaines puis de passer à une étape après d'un point de vue humanité. Là, je parle pour parler, là, je suis zéro expert là-dedans, mais il y a comme une grosse zone de transition où est-ce que la société n'est pas faite pour ça. C'est ça. T'es pas faite pour être un humain sans travail parce que sans travail, tu peux pas vivre tu peux pas comme... Le système fonctionne Le système marche pas, fait que c'est comme... Tu sais, là, on n'embarquera pas là-dedans, mais ça va prendre un revenu minimum garanti. Ça va prendre... Genre, si tout le monde perd sa job, il faut qu'on réagisse. Faut qu'on profite, faut que tout le monde profite du travail des robots, sinon c'est sûr que ça marche pas. C'est ça. Si ce ne seront que les entreprises privées et les riches qui profitent de l'AI, on a un problème de société majeure, puis comme ça sera pas beau. Mais c'est sûr que la période de transition ne sera pas belle, peu importe. Moi, c'est ça mon point, c'est que peu importe là, que ça finisse bien, que ça finisse mal, cette histoire-là, puis on le sait pas encore, la période de transition entre les deux va être tough, comme ça a été tough quand toutes les personnes qui faisaient des fers à cheval perdaient leur job à cause que les chars arrivaient. Là. Je suis sûre qu'ils étaient bien tristes, les personnes qui faisaient des fers à cheval. Là, t'sais. Mais il y a plein d'emplois comme ça qui se sont perdus, les allumeurs de réverbères. Je suis sûre que les allumeurs de réverbères étaient vraiment tristes quand l'électricité est arrivée. Oui, il y avait des pubs anti-électricité dans ce moment-là, puis c'était... Il va y avoir une certaine révolte. Probablement. Ouais, fait que la transition va être tough. Genre, puis j'aimerais ça que les gens soient plus au courant, plus éduqués, plus prêts pour cette transition. Ben, t'es quand même très investi là-dedans. Oui. Mais je pense qu'il y a plusieurs camps aussi. Tu sais, t'as le camp de très réticent, le camp de go, on y va à fond, puis un autre camp qui est plus je l'utilise un peu de façon malsaine. Ou je sais pas, je dirais pas malsaine. Mais comme n'importe quelle technologie qui se lance, t'as tout le temps les early adapters ou les late adapters. T'as tout le temps certaines catégories qui sont différentes. Puis, tu sais, en ce moment, ceux qui sont dans les early adapters sont déjà dedans. Puis, t'as tout le temps les réfractaires aussi au changement qui, c'est peut-être eux, ben en fait, c'est pas peut-être, c'est eux qui vont avoir plus de misère à justement s'adapter parce que ça prend des... Je pense qu'il y en a qui sont effrayés aussi de comme juste commencer puis qui s'oublient, genre. Ouais. Sans vraiment avoir le... Ben, puis je pense que même si tu ne l'utilises pas, le strict minimum que tu dois faire, c'est t'informer sur comment ça marche. Qu'est-ce que ça peut faire? Pour être capable de trouver, justement, ben, OK, je veux pas l'utiliser. Mettons, là, t'es un rédacteur, tu refuses d'utiliser l'IA, fine, mais apprends ce que c'est capable de faire pour être capable, toi, d'apporter une valeur différente ou plus grande dans ton travail. Genre, je veux dire, t'as pas le choix, là. Au minimum, faut que tu saches ce qui est possible. Mais, puis tu sais, je dirais même at large en tant que société, parce que, bon, on en parle aussi, là, mais tout ce que ça va amener comme masse de faux contenus, de deepfake, tu sais, il faut éduquer la population au complet, là, sur de quoi c'est capable pour que les gens fassent preuve de sens critique, puis que tout le monde soit prêt à vivre dans un monde où ça existe. Là. Ça me fait penser à l'annonce LiPo des familles.
Oui, vraiment. OK, je sais pas si je ramène une vieille affaire. Il y avait une annonce à l'atelier qui disait comme de déguiser le sens critique parce qu'il présentait comme un petit hippopotame qui vivait dans les salons. Dans Mais les tu sais, nous autres, on voulait oui. tout qui existe, puis on était comme wow, mais tu sais, à la fin, c'est comme ben renseignez-vous, tu sais, tu peux pas croire tout ce que tu vois, ben ça va être un peu ça. Il va Ouais, falloir que les C'était gens. cute, cette annonce. On en voulait tout un. Ils ont fait une suite, by the way, il y a comme Ah ouais? 2 ans. Ouais, vous irez Ouais, voir mais ça c'est peut-être sur pour ça YouTube. que je l'ai vu, ouais. Vous irez voir ça sur YouTube, ça vaut la peine. Mais vu qu'on est dans le sujet, on peut-tu savoir un peu parce que je sais que t'es très là-dedans dans l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui s'en vient pour de Alex Martel et l'intelligence Eh artificielle? mon Dieu, Ou je sais c'est trop pas. secret pour le moment? J'ai terminé mon guide pour commencer, mais je viens de donner un atelier cette semaine. Je continue de me documenter là-dessus, de partager mes réflexions, mes pensées, mais c'est sûr que moi, je suis beaucoup dans les LLM puis l'IA générative vraiment de texte parce que, bon, je connais énormément de rédacteurs, fait que ça m'impacte plus. Tu sais, quand je pense aux conséquences que ça va avoir sur le marché, j'ai des visages, là, tu sais, comme j'ai des noms. Fait que ça rend ça beaucoup plus concret et épeurant pour moi, peut-être. Fait que c'est peut-être pour ça que c'est le volet qui me préoccupe le plus, mais ouais, j'ai pas de plan précis, tu sais, à part continuer d'éduquer les gens là-dessus, puis ouais. Parce que j'imagine qu'il va y avoir plein d'avantages aussi par rapport à l'intelligence artificielle. Hein. Ben, c'est sûr que moi, c'est ça que je trouve difficile, là. Je suis constamment tiraillée entre un sentiment d'émerveillement, genre, parce que c'est fascinant, là. c'est hot, là. Genre, c'est magique. Quand t'as un petit côté, genre, geek, curieux, que j'ai le même feeling que quand j'ai touché pour la première fois un iPod Touch. Genre. Moi, mon parrain est comme moi, un peu super early adopter de tout. Fait que j'ai été la première à mon école secondaire à avoir un iPod Touch. Là. J'étais vraiment cool. Je le montrais même pas parce que si les gens voyaient que j'en avais un, c'était la folie, genre. Puis, tu sais, je capotais. Puis mon parrain, il avait comme économisé pour m'acheter ça parce qu'il était comme, c'est fou, les touchscreens. Puis je me rappelle quand j'ai interagi avec l'interface pour la première fois, tu sais, on s'en rappelle plus à cette heure parce que les touchscreens sont partout, là, mais c'était révolutionnaire, là. C'était comme... Ouais. C'était vraiment une nouvelle façon d'interagir avec les choses. Puis c'était le premier qui était pas glitchy, là, tu sais, là, que ça allait bien, que tes mouvements, ils fonctionnaient immédiatement, pis tout. Puis là, j'interagissais avec ça. On savait pas encore ça allait être quoi les meilleurs use cases du tactile. On savait pas encore, tu sais, comment ça allait se répercuter dans la société. On savait pas encore que tous les téléphones finiraient par être comme ça. Mais... je savais que je touchais à de quoi de spécial, je vivais un sentiment d'émerveillement, j'étais comme « oh my god, tu sais, c'est big comme technologie, clairement bientôt ça va être partout ». Puis c'est le même feeling quand j'ai utilisé l'IA pour la première fois, tu sais, ça fait quoi, 2-3 ans maintenant, peut-être que j'ai fait ma première expérimentation avec GPT, puis il était pas tant bon dans ce temps-là, puis j'étais comme « oh shit, tu sais, je suis en train de toucher à quelque chose de vraiment majeur, tu sais, je le sentais, puis moi, cette sensation d'émerveillement-là, que t'écris quelque chose dans une machine, elle comprend ce que je dis, puis elle me répond quelque chose qui est sensé, c'est spécial, là. C'est impressionnant quand même. Ah ouais, puis je me tanne pas, tu sais, de tester les limites, de voir ce qui est possible, de jouer avec, de faire des tests, il y a comme un côté enfant de moi, là, qui est super enthousiasmé, là, puis qui capote, puis que j'en fais dans mon bain, fait ouais, mais en même temps, les peurs, tu sais. Fait que d'essayer comme mitigé entre les deux sentiments tout le temps. D'essayer d'accepter que les deux peuvent coexister aussi, tu sais. C'est correct qu'une technologie t'émerveille puis te fasse peur en même temps. Ouais, puis d'être... Même si nos peurs se réalisent un petit peu, le fait d'être impliqué dedans puis de comprendre de ce qui se passe va clairement nous aider à s'adapter que juste faire semblant que ça n'existe pas, parce que même si tu te dis « ah, moi, ce que je fais... » Oui, c'est ça. Ouais. Tu pourras pas... Tu peux pas juste le mettre de côté puis que ça disparaisse. Fait. Ou si bien juste le suivre, même si c'est de loin. C'est déjà c'est mieux que rien. Là. Puis moi, quand quelqu'un me dit, mettons, GPT, ça sert à rien, ça écrit robotique, ou moi, j'ai des émotions, pas lui, whatever, comme argument, j'ai mal. J'ai mal parce que c'est évident pour moi que la personne qui tient ce discours-là a aucune idée de quoi le LLM est capable. Puis j'ai juste l'impression de voir quelqu'un qui roule vers une falaise, genre, puis qui va s'effondrer, puis que je peux rien faire pour le ralentir. C'est ça, mon émotion, parce que... Puis c'est pour ça que le premier démo que je fais dans ma formation sur l'IA, c'est le démo de faire raconter des sensations physiques, viscérales, d'une grosse émotion à un personnage au jeu. Parce que les gens, ils ont vraiment cette vision-là que GPT, tout ce qu'il fait, c'est des espèces de réponses à la Google qu'il fait quand tu lui poses une question. Puis là, de voir l'IA écrire quelque chose de ressenti physique, vraiment très, 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 très fort au niveau de l'émotion, ça les gotte en anglais. Là. Ils font le saut, là, tu sais. Mais toi, tu dois le vivre en plus parce que t'as une certification ou t'avais, ou en tout cas, t'es là-dedans, tu sais, tu formes des gens, donc j'imagine qu'il y a ces 3 genres de personnes-là, la réticente, faut l'allumer, puis... Ouais, quand même.
Fait que, tu sais, de dire justement, non, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime ça, puis toi, faut que tu navigues avec ça qui s'en vient dans leur carrière puis leur milieu professionnel. Là. Mais j'ai moins peur pour les copywriters. mettons. Moi, les journalistes, j'ai vraiment peur. Surtout qu'au Québec, on fait pas beaucoup de reportages, on fait pas beaucoup de journalisme. Tu sais, c'est sous-financé. Fait parce que le reportage, l'IA, elle peut pas aller sur le terrain, elle peut pas émettre des opinions non plus, elle peut pas, tu sais, tout ça. Mais un journaliste qui fait juste rapporter la nouvelle avec un article super formaté, tu sais, cours inversé classique, GPT, il peut faire ça, là. Comme, t'as plus de raison d'être. Facilement, là, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui fait des articles SEO plates, GPT peut faire ça. T'as pas de raison d'être. Fait que, surtout les contenus courts. Fait que, ouais. Moi, il va y avoir pour ça beaucoup que d'élimination. C'est là où ça fait peur. Là. Ouais. Ben, puis une crise aussi au niveau du contenu, là. Ça, c'est l'affaire qu'on parle pas, mais la conséquence de rendre ça plus accessible, cette création-là, c'est qu'il va y avoir encore plus d'articles de blog, encore plus de publications, encore plus... Tu sais, tout le monde, là, peut devenir un média médiocre avec GPT, genre. Tout le monde. Fait que cette abondance-là de contenu va augmenter la compétition. Il va y avoir moins de portée sur les réseaux sociaux, moins de résultats pour le SEO, moins... Tout ça, va là, prendre... Tu sais, comme pour sortir, ça va... Oui, puis un peu comme l'équivalent de s'il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent en rédaction, ben faut vraiment que tu démarres pour que ça marche. Ben là, pour que ton contenu sorte sur Google, ça va être encore plus difficile. Puis on sous-évalue la capacité de Google à être tellement intelligent pour... Il est pas parfait, mais pour essayer de comprendre l'intention de la personne puis d'y montrer la bonne affaire, tellement que juste faire du contenu pour faire du contenu, ça va vite. Ça va vite juste être inutile parce que il y a 10, 15, 20 résultats que le monde va regarder sur Google, puis c'est tout. T'sais, c'est comme, à un moment donné, même s'il y en a 12 millions, ta recherche, c'est une recherche, puis il va en plus lui-même répondre à la question. Fait que c'est comme, bonne chance pour que ce soit excellent, puis ça va monter la barre. Un peu comme s'il y a 1000 personnes qui travaillent en rédaction, ben ça monte la barre de qui va avoir un mandat versus s'il y a une personne. Ouais, puis... Ça, c'est ce que les gens oublient. Là. Les gens, des fois, sont tout fiers de me dire « Regarde, j'ai écrit cet article-là, one shot avec ChatGPT, check mon prompt. » Puis je suis genre, tu sais, si toi, t'es capable de faire ça one shot avec ChatGPT, avec un prompt simple, ton compétiteur, il peut aussi. Fait qu'il y a rien avec qui te différencie. Ouais, c'est ça. Il y a strictement rien qui va te différencier avec ce contenu-là. C'est un contenu à faible valeur. En ce moment, il y a peut-être encore une valeur parce que tout le monde n'utilise pas l'IA. Mais je donne pas cher de ta peau, là, tu sais. Comme, faut que tu trouves quelque chose qui nécessite un apport humain en création de contenu, sinon, tout le monde peut faire pareil. Puis avoir du fun dans le faisant. C'est ça qui est dur, là. Ah ouais, avoir du fun comme tu dis, c'est un bon critère. Ouais. Mais justement, tu parles... toi, je pense que ça fait 1 an, t'as quitté les réseaux sociaux. Ouais, mais là, tu reviens. On est neuf, je reviens, je repars. Mais t'as quand même pris cette décision-là, puis je pense que, bon, ça a créé un mouvement certain pour certains de quitter aussi, où il y a une autre partie de gens qui va être vraiment, tu dois créer du contenu, il faut que tu fasses des vidéos en 2023, sinon t'es out, ou on va les nommer comme ça, les citations populaires. Mais... le fait de quitter, puis là, c'est pas pour insulter ou quoi que ce soit, mais le fait de quitter les réseaux sociaux comme ça, est-ce que tu penses qu'en ayant une certaine notoriété, quelqu'un qui commence, mettons, pourrait faire la même chose? En fait, oui. Honnêtement, oui. Moi, je pense que si je recommençais... Quand j'ai commencé, les réseaux sociaux, ça marchait encore. On avait full de portée vraiment facilement. Autant sur Facebook, hein, tu sais, on publiait sur Facebook, on faisait des lives, on avait 50 personnes dans nos lives, genre, c'était bizarre, là. Tu mets une citation, t'avais 100 likes, c'est ça, c'était pas la même. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, les gens qui enseignent aux autres à utiliser les réseaux sociaux, c'est des gens qui ont utilisé les réseaux sociaux à une autre époque, quand c'était vraiment plus efficace pour se faire connaître. Si je recommençais ma business maintenant, là, puis que j'avais vraiment à recommencer de zéro, je miserais sur l'infolettre en premier, je ferais des webinaires, puis je ferais du réseautage. J'essaierais de me trouver des personnes qui ont déjà des audiences pour m'exposer aux audiences des autres en offrant des ateliers gratuits, genre dans des groupes d'entrepreneurs. C'est ça que je ferais, honnêtement. Puis j'irais chercher plus de leads de meilleure façon en mettant bien moins d'énergie à créer du contenu. Puis l'énergie que je mettrais à créer du contenu, je la mettrais dans des contenus qui vont avoir une valeur pendant longtemps, qui vont être pérennes. Un podcast, YouTube, le blog, des contenus longs, l'infolettre, etc., etc. Puis sur mes RS, probablement que je ferais une stratégie du strict minimum. Genre avoir une grille sur Instagram, avoir un profil sur LinkedIn, peut-être commenter les trucs des autres dans l'optique de réseauter, justement, puis de trouver des gens qui ont des audiences à qui m'exposer. Mais je referais pas la même stratégie parce que moi,
j'ai tout le temps eu ce souci-là. Tu sais, moi, j'ai jamais copié la stratégie de qui que ce soit. Là, quand j'ai pogné sur LinkedIn, personne tutoyait sur LinkedIn. Je suis arrivée puis j'ai bouleversé le réseau au Québec. Tu sais, c'était ça. J'ai tout le temps fait ça. J'aime pas ça. J'ai jamais embarqué dans les stratégies que tout le monde fait puis que ça commence à moins bien marcher. C'est pas ma vibe. Genre, pas ma vibe. Fait que je le ferais définitivement différemment. Après, c'est sûr que l'audience que j'avais bâtie puis tout, c'était un avantage majeur pour quitter les réseaux sociaux. Puis malgré ça, moi, je pensais que ça allait avoir une conséquence financière sur ma business. Je pensais que mes ventes allaient baisser. Je pensais que les gens... je pensais que le temps que je mettais à créer du contenu sur mes réseaux sociaux, ça me rapportait quelque chose. Puis je pense que je donnais beaucoup trop d'importance à ça. Parce que, avec la pub, je suis très visible quand même. J'ai mon infolettre où j'ai bâti une très grande audience. Puis ma business a continué de rouler. Tu sais, j'ai pas vécu de baisse. Genre... Comme si tes efforts avaient été transférés sur des choses plus importantes. Puis j'ai sauvé 40% de temps d'écran. Exact. Genre, c'est énorme. C'est énorme. T'es-tu présente sur les... Tu fais-tu du contenu souvent? Plus en stories. Moi, je suis vraiment timide au niveau d'aller... Puis je pense que c'est ça que... Si je pouvais pas revenir en arrière, mais tu sais, je pense que le jour où j'ai écrit à Alex pour faire sa certif, j'étais terrifiée, là, comme j'ai voulu supprimer mon message parce que j'étais comme... Moi, chaque fois que j'écris à Alex, je veux supprimer mon message. Fait que je comprends. Fait que j'étais vraiment terrifiée, mais... moi, écrire à des gens, ça a toujours été compliqué. Puis on dirait que les stories, pour moi, c'est une belle façon d'aller connecter avec certaines personnes. Fait que, tu sais, je l'utilise plus dans un objectif de réseautage. Je crée des publications, mais je me donne tout le temps la règle qu'il faut que ça me prenne 15 minutes maximum. Fait qu'en 15 minutes, est-ce que c'est de qualité de... Je dis pas que c'est tout le temps bon, mais certaines fois, ça m'a fait des publications qui ont eu une belle portée. Mais je le sais que ça vaut pas plus que ça au niveau de mon investissement d'énergie puis de temps. Fait que je me donne cette c'est bon de bien règle-là. connaître ça puis de dire je veux pas plus pour ma santé mentale. Ouais, là, je veux pas que les GMS, genre, ils pleurent en nous écoutant, tu sais. Non. Genre... Non, je vais donner l'opinion inverse après. Ouais. Parce que, en tout cas, pour moi, je l'utilise, mais pas ma plus grande énergie. Puis là, ben moi, j'ai suivi un petit peu les conseils de Alex au niveau de l'infolette et tout ça. Puis c'est là où ça a été plus intéressant pour moi. Mais je dirais une demi-présence, là, parce que je fais pas des publications très souvent. Mais je vais donner l'opinion inverse sans dire que je suis pas d'accord avec ça parce que je pense qu'à votre place, je ferais la même chose. Pour nous, les réseaux, ça a jamais été notre façon d'acquérir des clients numéro 1. Mais je l'ai toujours vu comme le genre d'entre-deux, entre le premier point de contact puis la vente finale, essentielle pour nous autres, juste pour dire qu'on reste devant les personnes. Comme un canal de visibilité. Parce que dans notre cas, les clients qui finissent par travailler avec nous, il y a un petit 10% qui c'est telle entreprise qui m'a parlé de vous, elle vient de m'en parler, j'ai besoin de pub, on peut-tu travailler ensemble? Puis souvent, ça va se faire dans, pas des appels d'offres, mais dans les compagnies vont comparer plein d'agences en même temps, et ainsi de suite. 90% du temps, c'est « Hey, j'aimerais ça travailler avec vous. Ça fait 2 ans que je vous suis, puis que j'ai checké de quoi, puis ici, puis ça. » Puis ils vont pas nous découvrir par nos réseaux, parce qu'on n'est pas très viral. Là, on est une agence de pub, il y en a 1 million, puis des agences de pub qui font du contenu sur les réseaux sociaux, mieux que nous, il y en a. Je veux dire, on n'est pas l'agence des réseaux sociaux non plus. Ils vont nous découvrir avec nos pubs, avec un webinaire, avec Alex qui nous plug dans son infolette, avec un client qui va dire « Ah, avec des études de cas qu'on met en pub aussi. » Mais entre ce premier point de contact-là puis aujourd'hui, ben, on aime ça exister dans leur environnement. Puis je le sais que les réseaux sociaux vont pas comme... Tu sais, quand on fait un post, ça s'apparaît pas à tout le monde, là, c'est évident. Mais c'est comme une goutte dans cet océan-là. Puis pour nous, tu sais, en moyenne, là, c'est ça va prendre 6 mois à 2 ans pour qu'un client qui nous voit pour la première fois décide de travailler avec nous. C'est long, ça. Puis si on est capable de garder 1% de plus de personnes dans ce processus-là, ça a un impact majeur pour nous. Puis je pense que, comme c'est un petit peu sous-estimé, mettons je vais prendre ton cas, Alex, je pense quand même que, mettons que tu avais continué d'être super présente tout le temps, tu aurais eu ce petit pic-là de plus, mettons, de résultats et tout. Est-ce que ça l'aurait valu, ce 40%-là de temps d'écran de plus? Sûrement pas. Sûrement pas, on s'entend là-dessus. Je pense que l'effort versus le vrai résultat, comparé à une infolette, comparé... Nous autres, à côté, on a une grosse chaîne YouTube, on a un gros blog qu'on est super fréquent, puis c'est des gros contenus qu'on poste. Il est bon, votre blog. Les réseaux sociaux, en tant que tels, se sustaineraient pas, puis seraient pas utiles si on n'avait pas tout ça autour. Mais je pense que ça a cet impact-là. Puis pour nous, ça vaut la peine, parce que si notre stratégie de l'année, ces réseaux sociaux nous donnent 2 clients de plus,
Ben, tu sais, c'est des gros vaut gros la mandats. peine. Nous autres, nos clients vont payer nos services 3 500, 4 000 par mois. Ils vont rester plusieurs années. Ça leur a valu la peine, tu sais. Fait que dans notre cas, même si je pourrais jamais mesurer avec précision, même si la majorité de nos posts sont comme 6 likes, parce que dans notre domaine, à moins qu'on fasse de quoi de vraiment particulier, c'est jamais très très viral. On n'est pas dans un domaine qui a beaucoup d'interactions comme qu'on voit chez nos clients, mettons, qui vont vendre des trucs pour les parents, pour les propriétaires d'animaux. Est-ce que si tu fais un post puis tu dis « Hey, donne-nous une photo de ton animal », puis là, tout le monde va se pitcher là-dessus. Même une tu sais. photo de ton enfant, on va faire une publicité. Un peu creepy avec toutes les photos des enfants. Ça l'arrive. Malheureusement. Mais ouais, tu sais, je pense qu'il y a certains domaines où est-ce que c'est peut-être plus direct que d'autres, mais je dirais, c'est ça, c'est comme cette petite présence-là qui peut avoir un impact. Fait que je pense que c'est une bonne réflexion à avoir de est-ce que le temps que je mets là versus ailleurs est intéressant? Parce que c'est clair que dans beaucoup de cas, c'est pas vrai. En fait, je pense que Mais ça existe, c'est ça l'objet de ma frustration au final, c'est que, à la limite, si les gens publiaient beaucoup sur les réseaux sociaux puis qu'il y avait une infolette, Ouais. je serais moins frustrée. Moi, ma frustration, c'est vraiment de voir beaucoup de gens mettre beaucoup d'énergie à créer des contenus éphémères sur les réseaux sociaux qui servent plus à méta qu'à eux-mêmes. Tu sais, c'est pas payant, là, juste faire ça. Là. Salut Annie qui me dit que tu la chicanes tout le temps. Je la chicane perpétuellement, mais je suis vraiment tannée. Il y a une question de chiffres, il y a une question purement mathématique dans ce qui fait que l'infolettre vend mieux, qui est que sur les réseaux sociaux, tu as vraiment peu de portée versus ton taux d'ouverture de ton infolettre. Même dans l'intention, on en parlait encore avec mon chum cette semaine, tu sais, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu n'as pas d'intention. Tu vas là pour passer du temps. Pour passer du temps. Tu n'es pas là de manière Pour intentionnelle. perdre du temps. Quand tu lis un courriel, c'est intentionnel. Tu as cliqué sur l'objet puis tu as envie de le lire. Il y a vraiment un filtre de qualité qui se fait. Puis moi, une des choses qui a beaucoup changé depuis que je suis moins sur les réseaux sociaux, là, je reviens sur Instagram pour les stories. Parce que moi, je m'ennuie justement du côté réseautage d'Instagram. Je m'ennuie de jaser de mes chats puis de niaiser. Mais ça, c'est un bon moyen, là, Ouais. les stories. Puis c'est con, mais ça a un impact, puis ça me manque. Tu sais, je me rends compte que j'ai des amis business avec qui j'ai moins gardé le contact parce qu'on se voit plus tout le temps dans nos stories, puis c'est le côté réseautage, finalement, qui me manque. C'est pas le côté création de contenu. Mais, généralement, je suis plus intentionnelle dans les contenus que je consomme. Je me suis abonnée à tellement de Substack, genre, pendant que j'étais, tu sais, plus sur les réseaux sociaux. Je suis tout le temps dans, genre, notre Discord puis je chill. Je suis tout le temps, genre, tu sais, comme, je suis plus intentionnelle sur ce que je consomme. J'apprends plus, puis j'embarque moins dans l'espèce de spirale de TDAH, de perdre mon temps, genre, à lire des trucs vraiment... tu sais, c'est plate, là, mais... T'apprends-tu tant que ça? Quand tu sais, tout le monde me dit, moi, je suis sur TikTok, j'apprends tel. T'apprends pas tant que ça. Là. Moi, je regarde des messieurs qui lavent des tapis, genre. Je peux te confirmer que oui, tu peux apprendre des choses, mais tu peux perdre beaucoup de temps aussi. Ouais, puis t'apprends de façon vraiment pas J'apprends des intentionnelle. recettes. I guess c'est cool pour t'inspirer, c'est cool pour découvrir. C'est cool pour te divertir. Mais quand Il y a tu Ça dépend ce c'est quoi l'intention. besoin-là. Tu sais, moi, j'ai c'est traîné ça. mon algorithme aussi, dépendamment de ce que je voulais, puis comme à un moment donné, je le réentraîne, mais... Tu sais, la clé, c'est. Mais des fois, c'est t'as pas cette l'intention. conscience-là. Moi, ça m'est arrivé souvent dans Non. les débuts, là, que t'es Mais entre 3 heures du matin, puis j'étais comme, Mais my c'est parce God, je que suis encore en train de mais checker. les apps sont désignés pour te faire rester là-dessus. Tu sais, fait que tu y c'est vas ça. quand même de façon intentionnelle, mais à un moment donné, des fois, tu te fais pogner dans l'eau. Aspirer. Puis, Ouais, tu te fais t'es littéralement pogné, là. suctionner, puis t'es 3 heures plus Mais tard, ouais. tu sors, puis tu fais comme. Quelqu'un, mettons, là, qui met des heures par semaine sur les réseaux sociaux, Non. puis qui a pas d'infolette, je pleure. Genre, pour vrai, là. Peu importe c'est quoi sa business. Ouais. là. Genre, Mais ces personnes-là vont réaliser le jour où ils vont se faire hacker leur compte aussi. C'est triste à dire, mais des fois, c'est le wake-up call que ça fait que c'est. Ouais. Tu peux avoir des milliers d'abonnés, tu te fais hacker ton compte, puis là, Parce t'as pas que- d'infolette, puis t'as rien pour te revirer de bord. Tu sais, j'en ai parlé un peu dans mon membership, mais quand j'ai vendu ma formation sur les petits produits, j'ai fait un calculateur de rentabilité de petits produits où je demandais aux gens d'entrer plein de chiffres par rapport à leur infolette pour leur dire en evergreen combien tu pourrais faire à peu près avec ton produit, tout ça. Puis, il y a une des choses que je dois calculer, que c'est la croissance moyenne de l'infolette par mois. Combien tu as de nouveaux abonnés par mois. Puis, je savais que ça allait être mauvais, là, genre. Je veux dire, je le vois, là, que c'est un enjeu, l'infolette. Là. Je suis consciente de ça. Combien de fois je harcèle, tu sais, les gens autour de moi. Je pointe Rosalie parce que Rosalie, on la félicite.
Hein? Elle a bien fait ça. Beaucoup d'abonnés à son infolette cette année. Bravo, Rosalie. Mais genre, pour vrai, je harcèle tout le monde autour de moi avec ça parce que je savais que c'était un problème. Mais là, je regarde les données de mon calculateur puis je me rends compte qu'il y a comme même pas 1% des gens dans mon calculateur qui ont une infolettre en grosse croissance. Là. Même pas 1% des gens. Puis quand tu parles de grosse croissance, C'est une centaine de nouveaux abonnés par mois. C'est pas des milliers, là. Non. Ouais. Genre, c'est 100 nouveaux abonnés par mois, là. Genre, je pense que j'avais même pas 1% de ça. Puis si j'allais dans une croissance plus basse, 25 et plus, mettons, là, 20-25 et plus, c'était même pas 5%. Là. Je tiens à dire que Une grosse noix. j'étais pas capable de répondre aux questions de faire mes calculs comme il faut parce que je regardais beaucoup. Puis là, c'est un point de l'extérieur, mais je regardais beaucoup, mettons, la croissance que j'ai eue. Mais comme je calculais en fonction de, bon, dans la dernière année, j'ai gagné X nombre d'abonnés, en pensant qu'aujourd'hui, c'était juste ça que j'avais gagné, alors que j'en ai gagné plus, mais ce sont des abonnés. Fait que, tu sais, je trouvais que, en tout cas, bref, fait que j'ai faussé tes chiffres. Je m'excuse, je te l'annonce. Mais c'est Il va falloir recommencer. Ouais, mais c'est vraiment acceptable. Il y aura un lien dans les commentaires du nouveau calculateur. mais c'est ça, en plus, c'est que le monde, ils calculent pas leurs désabonnements. Fait qu'ils sont comme, ah ouais, c'est cool, tu sais, mon infolette est en croissance, j'ai eu tant d'abonnés ce mois-ci, mais genre, t'as des gens qui se désabonnent, là. Fait qu'il y a plein de gens qui étaient dans le minimum. Dans le fond, ils baissaient, ils perdaient des abonnés à chaque mois. Puis, tu sais, ils ont fait ce calculateur-là parce qu'ils veulent vendre des petits produits, je veux dire, mon cœur. Mais c'est vraiment difficile d'aller chercher des abonnés. Ouais, puis c'est contre-intuitif parce que je viens d'allumer sur les réseaux sociaux, quand tu postes, généralement, si t'es régulier, même si c'est pas beaucoup, tu vas gagner des abonnés ou en tout cas, tu vas rejoindre des nouvelles personnes. Dans ton infolette, c'est l'inverse. Quand t'envoies, tu perds des abonnés. Fait que tu peux pas juste avoir une infolette qui s'envoie puis c'est tout. Faut Ouais, c'est ça. À chaque fois naturellement. que j'envoie une infolette personnellement, je suis comme, bon, ben je vais avoir quelques personnes qui vont partir, mais ça fait partie de, tu sais, d'avoir les bonnes personnes dans ton infolette, puis c'est normal, puis c'est correct, mais reste que d'aller en chercher d'autres, ça te prend des efforts constants et ça n'est pas de créer une infolette qui va t'emmener ça. C'est vrai que c'est intéressant que les deux soient séparés parce que quand tu publies sur les réseaux sociaux, par ton contenu puis par l'algorithme, des gens te découvrent. Il y a une découvrabilité, il n'y a pas de découvrabilité avec l'infolette. Fait que c'est une job à part d'aller chercher tes abonnés. Puis ça, c'est sûr. Mais en même temps, après, ça vend tellement plus par l'infolette, gang. Comment? D'ailleurs, Alex, une formation sur lance ton info. Enfin, ton infolette. Enfin. Enfin! J'ai probablement une dernière question pour vous en lien avec... moi, je la trouve intéressante, cette question-là. Ah, là, t'as mis la barre haute. Là. J'ai mis la barre haute, mais moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment trigger, autant positivement que négativement, mais c'est le fameux piédestal sur lequel on met des gens, que ce soit des entrepreneurs à succès, puis Alex, tu peux peut-être le vivre aussi. Moi, je le vis avec des amis qui sont dans ton entourage. Fait comment vous vivez ça autant personnellement que peut-être de ce que vous voyez de l'extérieur? De voir des gens sur un piédestal ou quand vous côtoyez des gens qui se font mettre sur un piédestal? Moi, personnellement, je côtoie beaucoup Alex, on va se le dire. Puis, j'essaie tout le temps de ramener en contexte quand j'entends des propos comme ça, de ramener à... Tu sais, quand j'entends, elle met, je sais pas, des milliers de dollars en pub à chaque mois. Oui, mais au départ, elle a pas commencé par ça. Puis il faut se comparer à quelqu'un à son point de... Tu sais, je dis au point de départ, mais pas nécessairement au point de départ, mais où est-ce qu'elle en est... Tu sais, faut que tu compares à quand elle était au même point que toi, dans le fond. Puis moi, je le vois plus maintenant comme une source de motivation, puis de me dire, tu sais, il y a moyen de trouver des façons d'aller se dépasser. Mais tu peux t'inspirer aussi sans te comparer nécessairement. Non, c'est ça, t'inspirer. Mais tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, elle n'a pas une situation qui est comparable à la mienne, dans le sens où, tu sais, on n'a pas la même notoriété, la même expérience, le même cerveau. On n'est pas la même personne, c'est bien normal. Mais sauf que j'ai confiance que je suis capable. Puis ça, je pense que ça vient aussi dans une confiance en moi que j'ai bâti, que j'avais pas nécessairement, mais que j'ai bâti, que j'ai confiance, que j'ai les skills pour aller chercher ce que je veux aller chercher. Est-ce que je veux la même chose qu'Alex? Non, pas nécessairement. Mais quoi que ça me dérange pas. Je lance ça dans l'univers. Mais je pense que de se comparer à quelqu'un à son point où est-ce qu'elle est aujourd'hui, c'est là où c'est dangereux. Puis je trouve que ça devient quasiment comme des excuses pour ne pas se mettre en action. Puis moi, tous les conseils qu'on m'a donnés, ils m'ont rapporté positivement. Puis, tu sais, je reviens un petit peu à, bon, telle personne fait tel revenu, c'est sûr qu'elle a mis certaines choses en place, puis des choses qui sont intéressantes à écouter, puis des affaires peut-être qui vont pas te convenir, puis tu as le droit de pas les appliquer, mais reste que pour moi,
compare-toi pas avec la fin du chemin, puis écoute qu'est-ce que tu as envie, puis applique, puis essaye des choses, tu sais. Je pense que ça revient à ça, mais... Puis comme le certain aspect fanatique de personnalité publique ou de... je trouve ça drôle, là. J'en fais plus des fois, je niaise, là. Tu joking avec ça. Je dis, c'est l'influenceur ou des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'elle a une influence, on va se le dire. C'est de une influence d'une certaine façon. Puis là, je parle d'Alex, mais tu sais, pour moi, Charles est d'une certaine façon aussi. Mais ces personnes-là, mais ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu. Non, mais on peut parler aussi là, on parle d'entrepreneurs, on peut parler de créateurs de contenu Ouais. qui sont hyper influençables. Ouais, exactement. Tu sais, ces gens-là, ils ont une influence. Les gens se sont attachés à la personnalité ou à la personne. Il y a quelque chose qui est derrière ça qui est intéressant. Puis, faut se ramener aussi à nous, à soi. Qu'est-ce que moi j'ai apporté, qu'est-ce que moi je veux apporter. Puis on a tout quelque chose de le fun, d'unique. Puis là, c'est quétaine, mais je pense vraiment qu'il y a moyen de... En tout cas, j'y crois. Mais tu sais, il faut avoir une bonne confiance en soi. Puis il faut, tu sais, avoir les oreilles quand même pour écouter, là, tu sais, les conseils. Puis t'es pas obligé de faire la même chose. Il n'y a rien que tu es obligé d'appliquer, mais... Sens critique. Ouais, c'est ça, un sens critique. Là. Je pense que pour beaucoup, quand tu te lances, parce que c'est un peu la même chose pour moi, ce que j'ai vécu, quand tu te lances, tu sais pas exact... Tu sais ce que tu veux. Genre, tu veux vivre de l'argent. C'est ça, tu veux manger, tu veux payer ton loyer, tu te dis, ça serait le fun d'être un peu plus big ou whatever. De plus habiter avec mon frère. Tu sais, tout ça, mais... c'est pas réellement ce que tu veux parce que tu sais pas qu'est-ce qui est possible. Fait que tu vas te coller à qu'est-ce que tu vois devant toi puis qu'est-ce que tu as l'impression qu'il y a du succès. Puis je pense que c'était pareil pour moi. Je pense que c'est pareil pour la majorité des gens qui se lancent, que ce soit dans une carrière où est-ce que tu vois, mettons, un modèle à ta job qui est vraiment qui est meilleur que toi puis puis t'es comme, mon Dieu, j'aimerais tellement ça être comme cette personne-là un jour. Bon, premièrement, il y a toujours le côté never meet your heroes. Pour des raisons légales, c'est des choses qu'on peut pas dire, mais Alex et moi, on a une liste de personnes qu'on considérait comme ayant du succès, puis qu'après ça, on se rend compte que finalement, beau front, ou le chemin pour se rendre là était peut-être pas legit, puis c'était peut-être pas génial. Fait que tu sais, il y a ce côté-là avec le temps, tu te rends compte que finalement, c'est pas tout le monde que je considérais comme mes idoles qui le sont vraiment. Puis on filtre, tant mieux. Puis avec le temps, tu te rends compte que, est-ce que, comme, tu te rends compte qu'il y a plus de modèles de succès, puis après, tu peux plus choisir. Fait que je considérais que les gens qui sont complètement fanatiques de quelqu'un, tant mieux en ce moment. Peut-être que ça va changer, puis ça fait partie un peu, je pense, de ce développement-là, de confiance en soi, de personne, puis d'entrepreneur, puis d'identité, puis de ce que tu veux. Puis ça part par « j'aimerais ça être comme cette personne-là », puis ça finit comme « voici le modèle que j'aime ». C'est peut-être une personne, ça l'est peut-être pas du tout. Juste pour reprendre l'exemple très simple de « je veux faire de l'argent », il y a plein de monde super riche en business qu'on voit nulle part, puis qui sont zéro présents sur les réseaux sociaux, puis qui ont vraiment plus de cash que nous ici, tous ensemble. Puis que c'est peut-être ça que plein de monde veulent réellement, ou c'est peut-être réellement du monde qui ont peut-être un peu moins d'argent, mais qui sont super mis de l'avant, super dans une posture d'influence. Tout existe entre les deux, tout existe sur 1 million d'axes. Il faut juste comme se le trouver. Puis je pense que comme être fan de quelqu'un, ça fait partie du processus, puis c'est limite inévitable parce qu'à un moment donné, t'es comme, check, je sais pas qu'est-ce que je veux. Cette personne-là, ça m'intéresse. Je vais être fan parce que j'aimerais ça me rapprocher de ce genre de choses-là. Fait que tant mieux. Puis tant que ça devient pas malsain, tant que ça devient qu'il y a pas de haine là-dedans, c'est sûr que quelqu'un qui dans une posture d'influence qui se met à être contre quelque chose, puis là que ça crée la haine, tout, c'est jamais le fun. Ouais, mais tu sais, mettons de dire, pour elle, ça fonctionne pas comme pour le reste du monde. Tu sais, de penser que cette personne est dans un monde à part parce qu'elle a du succès, puis de dire le reste du monde, c'est ça, de le déconnecter. En tout cas, pour moi, là, c'est plus... de le rendre là quand... moi, c'est ça que je vis en ce moment. Ouais. Moi, j'en parlais, je sais plus à qui je parlais, sûrement à toi cette semaine. Probablement, moi, j'ai déjà vu des petits commentaires que tu disais comme des fois je m'ennuie d'avoir une petite communauté pour je sais pas connecter avec les gens. Moi, je suis dans la nostalgie là. Raide, entre autres à cause de Rosalie, parce que je vois Rosalie de proche vu qu'on se voit souvent être beaucoup en mode genre je bâtis ma communauté, je fais des webinaires, etc. Ça me ramène à mes débuts. Puis ce que je trouve dur en ce moment, c'est que quand je débutais, j'étais vraiment proche de ma clientèle cible. T'étais ta clientèle cible? J'étais ma clientèle cible presque. J'étais ma clientèle cible rendue un tout petit peu plus loin. Fait que quand je partageais mes succès, mes stratégies, mes affaires, tout le monde était
empuissancé par ça, tout le monde. Tu sais, ils se disaient « Oh my God, Alex, ça a marché pour toi, c'est bien cool. » J'étais comme leur ami, tu sais. « Hey, c'est bien cool, moi aussi, je vais l'essayer. » Tu sais, il n'y avait pas de barrière. C'était pas sacré, là. Ouais, La relation était encore profane, mais oui, ils se voyaient pas. C'était persuasif au bout aussi, parce que c'était comme, tu me donnes envie de le faire moi aussi, wow, tout ça. Puis à un moment donné, t'atteins un palier où t'es plus ton audience. Puis là, moi, je suis un peu là-dedans, là, tu sais, les gens, quand je donne un conseil, leur premier réflexe maintenant, c'est « Oui, mais toi, ça marche parce que... » Puis moi, ça marchera pas. T'as une notoriété. T'es différente, t'as ci, t'as ça. Puis ils ont pas tort, ils ont vraiment pas tort. Mais des fois, moi, je suis très consciente là, que le conseil que je leur donne, il va fonctionner pour eux aussi. Là. J'ai assez de discernement maintenant, je pense, business, pour comme... Tu sais, c'est pas pour rien que Rosalie, on a réussi à faire monter son infolette. Là. Genre, je sais ce que je fais un peu, gang. Puis d'essayer de trouver des stratégies en ce moment pour... passer par-dessus cette barrière-là, prouver aux gens... Parce que c'est challengeant de faire dire ça aussi, là. Ouais, vraiment. Comme si t'étais trop hot pour donner des... Ouais, puis c'est bizarre parce que ça arrive malgré toi, des fois. Moi, là, mettons, quand j'ai quitté les réseaux sociaux, là, ça a créé un mouvement de panique dans plein de groupes de GMS, genre. Puis là, j'étais comme... Tu sais, c'est pas mon intention, moi, là. Moi, j'étais en burn-out, là. Je finissais mon burn-out, j'étais brûlée, tu sais, déprimée, plus le goût, plus d'énergie. Fallait que je me libère de l'espace puis du temps dans ma vie. J'ai quitté les réseaux sociaux, je l'ai annoncé, j'ai donné mes raisons, mais j'avais pas anticiper, en fait, l'onde de choc que ça allait avoir. Puis ce que j'apprends, parce que t'apprends, tu sais, c'est nouveau pour moi aussi, là, d'avoir de l'influence, entre guillemets, dans mon petit milieu, ben j'apprends à anticiper plus l'impact de ce que je dis. Quand je dis quelque chose, c'est plus comme quand j'avais 500 abonnés à mon infolette, tu sais. Fait que c'est une responsabilité aussi à laquelle t'es pas nécessairement prête. Puis il faut que t'apprennes à jongler avec ça, à anticiper ça va être quoi les conséquences de ça. Puis ça, je suis là-dedans, je trouve. Là. Tu sais, j'ai pas encore fini mon apprentissage de ça. La réflexion là-dedans. Chaque étape a ses pour puis ses contre, je pense. Puis tu sais, pour et contre, c'est le côté un petit peu plus facile. Puis peut-être que pour toi, étant donné le contexte, il y a des choses qui vont devenir plus faciles, mais ça va venir avec d'autres enjeux, d'autres défis qu'on n'est pas conscient puis qu'on vit pas parce qu'on est... Tu sais, là, c'est moins... C'est relatable, là. Je m'excuse pour le mot, mais on le vit pas. Fait que mais c'est sûr que c'est bizarre. Honnêtement, c'est vraiment bizarre parce que, comme tu le disais, au début, il y avait comme une espèce d'amitié réelle. Tu sais, profane un peu, comme j'étais pas différente de mon audience. Je connaissais quasiment tous les abonnés à mon infolette par leur nom. Je savais c'était quoi leur business. C'est pas drôle, là, tu sais. J'ai pas une super mémoire, là, tu sais. Mais j'étais capable, tu sais. Je veux dire, j'interagissais beaucoup avec mon audience directement. Puis là, à cette heure, c'est impossible pour moi de faire ça. Il y a bien trop de monde. Puis cette distance-là, mais en même temps, les gens, eux, ont l'impression qu'ils me connaissent, ont l'impression que je suis leur ami, savent plein de petits détails sur ma vie, savent que moi, je connais rien sur eux. Fait que c'est très unidirectionnel. Puis tu sais, j'essaye d'accueillir ça avec révérence, dans la mesure où je suis bien contente, moi, d'avoir des abonnés, puis que des gens trippent sur ce que je fais. Puis pas plus tard qu'hier, là, j'ai quelqu'un qui a réservé mon livre par hasard dans une bibliothèque, puis que là, elle a capoté, elle m'a acheté 2 formations, elle m'a fait un long email, tu sais, puis j'ai pas encore pris le temps d'y répondre, mais tu sais, ça me fait plaisir, là, de recevoir des affaires comme ça. C'est sûr, là, c'est la preuve que j'ai de l'impact puis que tout ça, mais en même temps, c'est sûr que c'est weird, là. Genre, on va se le dire, c'est bizarre, tu sais. Si ça m'a fait réaliser une chose, c'est que je serais pas une grande célébrité, là, tu sais. Mais tu sais, même en plus, tu sais, dans la pandémie, ça a comme un peu explosé, puis là, après, tu recommences avec des réseautages, etc., fait qu'il doit y avoir un clash un peu entre les deux où tu vois pas vraiment réellement avec le web, mais une fois que tu vois tout le monde en vrai, t'es comme « what the hell ». Ouais, c'est sûr que... Mais ça, c'est une satisfaction pour moi quand même. Ben c'est ça, c'est le fun. Tu sais, quand j'allais dans des réseautages, puis que personne savait j'étais qui, j'y allais exactement comme je suis là, tu sais. C'est-à-dire en Alex Martel, relax, des jeans, des bas pas pareils, tu sais, comme... Puis il y a beaucoup de gens qui voulaient pas me parler, genre. Tu sais, c'était comme, je me faisais 2-3 amis, mais tu sais, j'étais un peu awkward, puis tout le monde, tu sais, comme... Ah ouais, tu sentais... Ah ouais, moi, je pognais pas tant en réseautage, tu sais, je suis une femme grosse, je m'habillais pas bien, on s'entend, ça marchait pas, là. Puis une fois qu'ils me parlaient, tu sais, j'ai du charisme, puis tout, mais j'étais tout le temps amie avec les weird genres du réseautage, là, tu sais, vraiment. Puis à cette heure, quand je vais en réseautage, tout le monde veut être mon ami, là, tu sais, c'est plus la même dynamique. Elle demande une photo avec Alex Martel. Elle peut faire des jokes de sacrifice humain, puis les gens restent. Ouais. Puis les gens rient, ils se forcent à rire à mes jokes, genre, c'est vraiment weird, là. Genre. Il y a comme quasiment une notion de... Ouais.
je vais pas dire de manque d'authenticité, mais comme, c'est juste... C'est juste on la que connaît. on est toutes comme ça. On Ouais. est tous comme ça. Quand tu connais pas quelqu'un, tu le juges sur ce que tu vois. Genre. Ouais. Puis maintenant, les gens me connaissent. Fait qu'ils savent pourquoi je fais ça. Ils savent ce que j'essaie de... Tu sais, c'est quoi que ça représente. C'est pas mal intentionné. C'est pas un manque Elle a d'authenticité. un côté très drôle, tu sais. Fait que quand ça sort, ben là, on est content ouais, de 100%, le voir en c'est ça. live, là, mais c'est sûr que... Tu sais, c'est... Ouais. Tu sais, nous aussi, on fait ça. Là. Moi, si je croise quelqu'un habillé bien normal, puis tout, je vais y parler, mais je serai pas nécessairement intéressée par sa vie. Puis là, après ça, j'apprends que le gars, il a voyagé dans 8 pays. Je vais être comme, oh my God. Plus fasciné par quatre- son parcours. Ouais, ou qui a fait le tour du monde en montgolfière. Je vais être comme, oh my God, maintenant, je veux vraiment te parler. Tu sais, c'est normal. Ça pique la curiosité. Là, C'est quelque ça. part. Quand tu connais Très rien clair. sur quelqu'un. Ouais, non, c'est sûr. C'est vrai, ça fait Mais du sens. c'est intéressant de vivre ça, puis ouais, c'est drôle. Mais c'est bon parce que t'es encore dans les réflexions de comment je vois ça, puis C'est une Mais- expérience de vie, là. il faut. Je poserais une dernière question avant de partir. Oh, oh. C'est on dirait que je mets tout le temps du suspense, mais c'est pas tant une question si intense. Mais s'il y a quelque chose pour laquelle vous diriez incorruptible, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, ce serait quoi? Genre, on peut pas vous faire changer d'avis, c'est une valeur profonde. Si on débat, vous allez gagner parce que c'est ça. La margarine devrait pas exister. La margarine devrait exister, ça reste... C'est un running gag parce que, ouais, on a un débat going. Mais on. pourquoi? Moi, j'haïs la margarine. Ok. C'est un Je Je ça vais devrait l'enlever la prochaine fois que tu vas chez nous. Comme elle se prépare, Chris, c'est bon à savoir. Une chance Quand, chimiste. quand j'utilise la margarine, j'envoie des clips à Alex. Ouais, la seule raison de manger de la margarine, c'est si t'es vegan. Genre, puis que c'est comme ta seule issue. Comme tu vas au resto, mettons, de déjeuner, J'espère tu que ça va demandes-tu être sur ça, tes toasts s'il y a de la margarine. l'extrait. Je veux du beurre, là. Tu veux du beurre. Ouais. Comme je suis Bon beurre. civilisée, là. Ça devrait être ça le titre, je pense, à J'ai l'épisode. du beurre ou margarine. Ouais. J'ai du jugement, le beurre. Le beurre. plus il y a la margarine. Ouais, voilà. Oh my God. Ouais. C'est-tu Ça vraiment va. ça ta réponse? Non, je vais penser à quelque chose de plus intelligent pendant que vous parlez, mais je me trouvais drôle. Je m'excuse. C'était C'est très Charles qui drôle. me fait cet effet-là. Je suis trop habituée de faire des blagues stupides. Je m'attendais pas à ça. Exact. Mais c'est vraiment une bonne question. Dans le sens où je pense que je vais semi-répondre là, pour laisser du temps à nous trois d'y réfléchir. Mais j'ai l'impression que c'est difficile ou ça peut être limite problématique d'être trop campé puis de créer un fort autour de ses valeurs. Pas que je pense que comme il y a plein de valeurs où est-ce que ça vaut la peine de s'équiper puis de s'argumenter parce qu'il y a toujours des gens qui vont venir les questionner. Je pense qu'on est dans un moment de la vie où ça existe encore plus puis il y a des trucs qui sont remis en doute puis il faut comme se camper sur des positions d'égalité, des positions de féminisme, des trucs comme ça où est-ce que genre faut s'armer, faut se dire hey, check, voici ce que je défends puis je vais pas le remettre en question juste parce que tu viens me parler d'une autre position parce que c'est tellement important pour moi. Mais je pense qu'en entrepreneuriat, mettons que je mets de côté ces choses-là, il y a quand même un avantage à toujours garder son œil ouvert à est-ce que ce que je suis convaincu est réel ou est juste influencé par mon environnement. Mettons, j'ai lancé ma business, on m'a toujours poussé en avant, ça a toujours été facile pour moi. Ben, je vais peut-être être convaincu que se lancer en business, Exact. c'est facile, tandis que quelqu'un d'autre qui a un environnement horrible va peut-être avoir 1 million d'obstacles puis va être convaincu que c'est hyper difficile puis que c'est peut-être impossible ou quoi que ce soit, tandis que tu mets les deux autres personnes dans des situations différentes puis ça se passe complètement différemment. Puis c'est pareil pour, tu sais, en marketing, c'est ça, là, tu sais. Si je fais un webinaire puis que ça ne vend pas, je prends l'exemple le plus simple, je vais peut-être me dire les webinaires, c'est pas fait pour moi, tandis que si j'en fais 12, peut-être que le 12e va vendre, ou peut-être que le premier va être un succès, ou peut-être que je vais avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui va me mettre de l'avant de la bonne façon puis ça va exploser, ou l'inverse, je vais demander à mon idole Alex Martel de me faire une plug dans son infolette, elle va accepter, puis ça va rien donner, puis je vais dire ah ben là l'audience d'Alex ça marche pas quoi que ce soit. Comme tout ça peut influencer notre perspective, puis tout ça est à la fois vrai puis à la fois faux. Il y a rien là-dedans qui est coulé dans le béton. Puis même dans les stratégies les plus long terme, ça se peut que ça prenne 4 ans avant que ça fonctionne, ça se peut, tout est
tout est liquide, tu sais. Mais je pense, moi, c'est ça ta croyance. Tu sais, Charles, il est fatigant de même, là. Puis c'est pour ça que c'est mon ami. Genre, moi, j'ai des idées tranchées sur beaucoup d'affaires. J'arrive souvent avec, tu sais, puis j'aime ça argumenter, puis tout le kit. Puis à toutes les fois que je présente de quoi à Charles, il fait la nuance. Ouais. Tout le temps. Ça en est fatigant, là. Des fois, il me gosse, pour vrai. Hein, on est d'accord? On s'entend. Ça en est fatigant, mais c'est un réflexe chez lui. C'est plus fort que lui. Il fait toujours ça. Puis c'est une force, quelque part. Oui, puis je pense que, autant que c'est questionnable dans plein de... Tu sais, je veux dire, comme je parlais tantôt, je pense pas qu'on est dans une place où, mettons, c'est pas un domaine que je suis connaissant à 100%, mais je pense pas, mettons, que c'est une place où faudrait avoir ces raisonnements-là sur le féminisme ou sur l'égalité des chances, sur ça. Tu sais, je veux dire, c'est des affaires complètement complètement très, très, très claires, autant que je pense que en entrepreneuriat, en marketing, dans ce genre de situation-là, ça existe pas le camp où tu restes à l'infini dans quelque chose, parce que si ton idée elle est fixe pour le reste de ta vie, c'est sûr qu'à un moment donné ça va jouer contre toi, puis c'est sûr qu'à un moment donné ça sera plus réellement l'affaire, puis si tu le vois pas venir, ben tu joues contre toi-même, puis tu te campes en quelque part. Puis c'est tellement confortable de rester dans son camp, tu sais, c'est tellement confortable de dire c'est ça la réalité en ce moment pour moi, fait que c'est sûr, c'est certain à 1000% que c'est ça, puis jamais ça va bouger. Tandis que c'est pas vrai ça, puis même si c'est confortable, même si des fois ça peut être une bonne façon de s'échapper de son stress, puis moi aussi je le fais, puis je pense que tout le monde le fait, autant qu'il faut toujours se dire, OK, c'est pourquoi j'aurais pas raison là-dessus un jour. Puis en business, tout change tellement que c'est comme, si tu te poses jamais cette question-là, ça peut venir jouer contre toi un jour. Là. Moi, je dis souvent que la vérité n'existe pas, parce qu'il y a la tienne, il y a la mienne, il y a la tienne, il y a la tienne, puis il y a la tienne. Ça, c'est Fait qu'il n'y a pas de vérité universelle, c'est tout le temps subjectif par rapport à la personne, justement, par rapport à son vécu, puis plein de facteurs, en fait. Fair point. Avez-vous eu le temps de penser? Là, j'ai parlé pour ma part. Là. J'ai parlé assez loin. J'aime moi, toujours pas la margarine. Si tu veux, tu peux. Non, c'est vrai. C'est juste du mindset. C'est juste dans le mindset. Tout est une question Tout est de dans ta mindset. tête. 100%. Tes échecs, c'est de ta faute. Tes Ouais. réussites aussi. Si t'es pauvre, c'est parce que tu l'as choisi. Si tu fais pas un C'était prêt à banque, une si blague. tu crois pas sans toi. Si on te ouais. refuse. Si tu voulais vraiment, tu dormirais dans ton champ. Ouais, c'est ça. Wow. Si, bol. Ça va bien. Je m'excuse d'avoir déclenché. Des excellents conseils. On dirait que j'ai le goût d'aller dans le même sens que toi, Charles, dans le sens où on est tous différents, puis que ce que moi j'aime, ce que toi t'aimes, tu sais, on est tous. Puis je trouve qu'on arrive beaucoup dans essayer de penser que si moi je pense de cette façon-là, ben automatiquement la personne au bord, tu sais, comme de prêter des intentions ou des choses comme ça, puis on le sait pas. Fait qu'on dirait que pour moi, j'ai peut-être des certitudes par rapport à moi, comment moi je me sens dans une situation, mais par rapport aux autres, tu sais, jamais. En tout cas, je vais prêter de mauvaises intentions. Peut-être que c'est des mauvaises informations qui ont été données aussi ou ça. Mais bref, c'est vraiment là-dessus que je vais être incorruptible, parce qu'on le sait pas vraiment, parce qu'on n'est pas, tu sais, on n'est pas à l'intérieur de la personne. Ouais. Je suis d'accord. Autant qu'on essaye tellement de comprendre notre clientèle. Ouais, Mais tu exact. pourras Autant jamais que réellement on sera 100% jamais- comprendre quelqu'un. Ouais, puis même si on est exactement dans la même situation, on le sera pas dans le même environnement. Fait qu'il y a des petites différences quand même. Ouais. OK. Et là, j'en ai 2 vrais à la place du beurre. OK. Mais le beurre... C'était vrai aussi, là. Mais le beurre, c'était vrai aussi, puis c'était important, mais c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Numéro 1, t'es correct, genre. Moi, une grosse croyance que j'avais quand je me suis lancée, c'est qu'il fallait que je me répare. J'étais pas assez productive, j'étais pas assez ci, j'étais pas assez ça. Je me comparais à Charles, ou je me comparais à Tatiana, ou je me comparais à des gens autour de moi qui ont vraiment une rigueur que j'ai pas, puis qui fonctionnent d'une certaine façon. Puis ça marchait jamais. Tout ce que j'essayais pour essayer de devenir Correct. correct, ça échouait tout le temps. Puis le moment où ça s'est mis à marcher, c'est quand j'ai accepté, OK, moi, je fonctionne comme ça, comment je peux changer l'environnement autour? Puis ça, j'y crois vraiment. Le côté que te changer toi en tant que personne, c'est vraiment tough. Changer comment les choses sont organisées puis fonctionnent autour de toi, les actions que tu poses, ça se fait. Pour les vraiment adapter à plus toi. facilement. Pour les adaptateurs, un peu dans une approche ergo. Là. Genre Ouais. ça, là, c'est vraiment une grosse croyance que j'ai parce qu'on fait partie d'un écosystème puis c'est pas vrai que c'est toi qui a le plus gros impact. Comment les choses sont organisées, ton environnement, tout ça. Tes relations, les Tes- gens autour de toi. Ben oui, comment tu fais ton horaire, comment, tu sais, toutes les fois là, où tu essaies de réparer quelque chose, mettons, je sais pas moi, je suis pas assez focus.
Puis là, tu veux donc être capable d'être plus focus. Dans quelle situation est-ce que tu es focus? Comment tu peux faire en sorte que cette situation-là, où ça va déjà bien, se produise plus souvent? J'ai pas de rigueur. Dans quelle situation est-ce que tu es capable d'avoir de la rigueur? Comment tu peux faire pour que ces situations-là se produisent plus souvent? Changer cette façon-là de penser, là, ça a vraiment eu des belles conséquences. Puis mon autre croyance, puis ça, c'est plus une croyance de vie, l'optimisme, c'est tout le temps une bonne affaire. Puis j'haïs les personnes qui sont comme « Ah, mais non, mais le réalisme, pia. Une personne qui est réellement optimiste, là, qui a un optimisme réel, profond, peu importe ce qui se passe, quand ça va vraiment mal, quand t'échoues, quand il y a un truc qui va pas bien ou whatever, tu vis ton émotion, puis après, t'es optimiste, mais donc tu sais que ça va changer, tu sais que rien n'est permanent, tu sais qu'il va y avoir de quoi d'autre après, puis c'est ça pour moi le vrai optimisme. Puis je l'ai facile là-dessus, je suis chanceuse, je suis née comme ça, mais ça, là, pour moi, c'est la plus belle qualité que tu peux avoir dans une vie, genre pour avoir de la résilience, pour être... Puis en business aussi. Ah, puis en business. T'as un lancement qui fonctionne pas bien, ben tu t'assises pas là-dessus, puis tu te dis, bon, il va en avoir un autre, ça va bien. Tu vis ton émotion, puis... c'est ça. C'est correct. Souvent, j'atteins pas mes objectifs, en fait. C'est ça qu'on se parlait. Là. Ça arrive souvent là, que j'ai des idées de grandeur, puis je pense que ça va full marcher, puis ça marche pas. Puis je le vis même pas comme un échec. Genre, j'ai pas l'espèce de crise là, de tout remettre ma vie en question parce que je suis en mode, crime, on l'a essayé, on va faire l'autre affaire d'après. Puis ça, c'est vraiment, là, ça plante beaucoup de monde de pas avoir assez développé cette espèce de vision-là. Fait que, ouais. C'est vrai. C'est un beau mot de la fin, ça. Oui. Voilà. Merci, Guy. Merci beaucoup. Faites une... Là, il faut que tu fasses ta chanson pour finir le podcast. Minuit... Non, c'est Hey, ça va sortir en été. Ça sort en 2025. On s'inquiète pas. Mais vous salue. J'apprécie votre déplacement. Mais ça fait plaisir. Charles, il fait beaucoup d'heures de route. Oui. Ah ouais. Puis, super loin. De la on va aller manger. J'ai faim. Puis on va aller manger? Oui. OK. Oui. Bye.